tous et bienvenue dans cette nouvelle conversation de Mythe. Aujourd'hui, on va parler du syndrome de l'intestin irritable avec Céline. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les anciennes conversations sur notre chaîne YouTube, les Conversations de Mythe. Salut Céline. Salut Justine. Ça va ? Ouais, ça va. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Donc, je suis diététicienne nutritionniste et en fait, je suis spécialisée en troubles digestifs. Donc, j'accompagne les gens qui ont des pathologies digestives. Et puis, tu sais, tous ceux qui ont mal au ventre et on leur dit c'est dans leur tête. Je sais pas. Ces cas-là, tu vois de quoi je parle ? Ouais. Et aussi, en fait, tous les gens qui ont compris que, en fait, il y a beaucoup de choses qui viennent de notre intestin et ce serait pas mal de faire en sorte qu'il fonctionne bien. Tu vois, donc il y a une partie aussi de personnes comme ça qui viennent me voir pour tout simplement pour aller bien, mais grâce à leur intestin, c'est hyper intéressant. Ok. Donc ça, on va dire, c'est mon côté, c'est face A, face Combien B. de faces ? Oh, j'en ai plein, c'est terrible. Face B. En fait, je fais encore mon métier. Ça fait plus de 25 ans. Je suis dans le marketing. Donc, j'accompagne en fait aujourd'hui des gens à se lancer. Donc, dans l'entrepreneuriat, j'interviens dans des programmes d'incubation. Je suis consultante en marketing. Donc, pas que les diètes. Non, pas que les diètes. Ah, c'est après que j'ai fait le lien, tu vas voir, je vais t'expliquer. Donc, et je transmets en fait. Vraiment, j'ai ça en commun en fait avec la nutrition et le marketing, c'est qu'aujourd'hui j'aime transmettre en fait. Je suis ingénieure pédagogique. Du coup, je m'ennuyais, je me suis dit je vais faire un 3e diplôme. Voilà. Et après, j'ai fait le lien entre mes deux métiers. Donc, j'ai commencé à accompagner. Ça fait maintenant 4 ou 5 ans que j'ai commencé à accompagner les diététiciens pour s'installer. Des copines de promo qui me disaient Céline, toi tu fais du marketing depuis des années, tu peux pas nous aider un petit peu à nous lancer. Donc j'ai fait pourquoi pas. Et donc voilà, j'ai créé un parcours de formation où j'accompagne les diètes, soit elles sont un petit peu en autonomie parce que c'est du e-learning, et soit je les accompagne de façon collective ou un peu plus individuelle. Ok. Je me suis dit ça serait intéressant quand même qu'on entende plus parler de nous. Donc, c'était de là un petit peu qu'est venue cette idée de mélanger mes métiers. Je trouve ça chouette un peu. Ouais, t'as réussi à tout rassembler, c'est ça. Ces thèmes en fait. C'est ça. Et puis là, petit à petit, je commence aussi à former, mais plutôt en digestif, parce qu'on me demande beaucoup de supervision ou de choses comme ça. Et je me dis pourquoi pas. Ok. Et pourquoi t'es allée sur le digestif ? Ah, ça, c'est une bonne question aussi. Tout le monde me dit c'est parce que t'as mal au ventre. Bon, ok, il y a de ça. Mais à la base, en fait... j'ai voulu faire de la nutrition parce que je sais pas, ça fait peut-être 16, 17, 18 ans que j'y pensais en fait, parce que je suis diète depuis pas trop longtemps non plus. Et puis, il y avait le côté vraiment physiologie, je commençais à m'intéresser aux vitamines, aux minéraux. Je me suis dit, tiens, on peut être en quelque sorte puissant avec la nutrition. Je sais pas si tu vois, tu vois, on peut, tu vois, avec tout ce que j'ai dans la tête, je me suis dit, il faut quand même avoir les moyens de le faire. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Après, je suis venue à la nutrition comme ça. Je me suis dit, je vais faire le BTS. Bon, je vais pas te raconter toute l'histoire, parce que sinon, on est là jusqu'à demain. Et après, en étudiant tout ça, je suis revenue à du digestif. Tu vois, il y a une grosse partie quand même sur ça. Et là, je suis tombée amoureuse de l'intestin, en fait. Je me suis dit, c'est là où tout se passe. Et comme, en effet, j'ai un backup digestif chez moi qui est compliqué. J'ai mal au ventre depuis que je suis gamine. Donc, j'ai été diagnostiquée syndrome de l'intestin irritable, mais il n'y a pas très très longtemps non plus, tu vois, ça date peut-être 7-8 ans. Et j'ai eu une candidose aussi il y a quelques années, donc je me suis très vite intéressée à qu'est-ce qui fait que j'ai mal au ventre en fait. Et quand j'ai commencé à étudier ça, je me suis dit tiens, il y a plein de clés dans la physiologie. Donc je vais aller regarder, et puis plus j'ai creusé sur l'intestin, plus je me suis dit c'est là où ça se passe. Avec l'axe intestin-cerveau, enfin, c'est passionnant. Quand je dis je suis tombée amoureuse, c'est presque ça. C'est passionnant. Cet organe est passionnant. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu sur les chroniques du ventre. Donc, c'est un peu mon univers autour de la nutrition. Tu vois, j'ai une petite mascotte, elle s'appelle Vilo. Je ne sais pas si tu as vu. Ah non, je n'ai pas vu ça. C'est un espèce de petit jouet qui a plein de petits poils comme ça. Et on dirait des villosités intestinales. Ah, d'accord. Du coup, j'ai ma petite mascotte intestinale avec moi.
Ouais, c'est ton compte Instagram et on le mettra en ressources. Je l'ai vu, ton compte Instagram, et j'ai vu que tu t'accordais un soin tout particulier au prévu et à ton fil d'actualité. Ouais. Et le format a changé. Je me suis dit, oh la pauvre. J'avais envie de pleurer. Ouais. J'en ai plein qui m'ont envoyé des messages. Oh là 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 là, tu sais ce que j'avais envoyé. Mais comment on recadre? Bon, après, c'est le jeu. Hein. Ouais, donc, il n'y a pas de souci. Du coup, je suis en train de penser à comment je vais faire évoluer un peu la chose. Ouais. Parce que c'est vrai que comme je fais beaucoup de choses, il y a un moment, bon, c'est bien de ne pas penser tous les matins à qu'est-ce que je vais mettre dedans, tu vois. Ouais, il faut rester... Donc il y a une espèce d'inertie où je me dis, bon là, il faudrait quand même que je mette à jour un peu la façon dont je présente ça, parce que c'est un peu mon compte qui permet de transmettre plein de choses sur les troubles digestifs, donc j'adore. Il y a pas qui me disent, tu dois passer un temps fou. Ouais, mais j'adore ça. Oui, j'adore transmettre, donc forcément, voilà. Et là, aujourd'hui, tu n'as que des consultations avec des patients qui ont des troubles digestifs? Tu ne fais que ça? 90%. Ok, et les 10% restants? Les 10%, je peux avoir de tout. Ok. Après, tu sais, il y en a plein qui me disent, ouais, mais tu fais que du digestif. Mais en fait, les gens viennent, ils n'ont pas que du digestif, en fait. Ouais, ils ont plein de choses. Tu vois, j'ai beaucoup de diabète. D'ailleurs, c'est assez impressionnant, le lien diabète-trouble digestif. J'ai pas mal de problèmes hormonaux, problèmes cardio. Okay. En fait, j'ai de tout. En vrai, sauf que le point d'entrée, c'est le trouble digestif. Alors, tu peux nous expliquer ce que c'est, justement, le syndrome de l'intestin irritable? Alors déjà, rien que la définition, tu sais, les critères de diagnostic sont déjà complexes à comprendre. Parce que le syndrome de l'intestin irritable, c'est... comment je pourrais dire ça? C'est une pathologie déjà qui est reconnue par l'OMS. Il y a à peu près 10% des gens qui seraient susceptibles d'avoir un syndrome de l'intestin irritable. C'est la première cause de consultation chez le gastro-entérologue. Okay. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un diagnostic d'exclusion. Donc, en fait, on te met, entre guillemets, dans la case du syndrome de l'intestin irritable quand t'as pas une autre pathologie digestive. Donc, comme il n'y a pas 100 000 pathologies digestives non plus, on rentre très vite dans cette case-là. Ok. Donc, quand on a écarté les maladies chroniques de l'intestin, on se dit c'est pas ça, c'est pas une rectocolite, c'est pas une maladie de Crohn. C'est ça, maladie cœliaque, une parasitose, un problème... non, pas SIBO alors du coup. SIBO, si, il y a beaucoup de gastro qui sont formés au SIBO, donc la population bactérienne au niveau du grêle. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais tout le monde ne fait pas, en fait, le breast test, donc le test de diagnostic officiel international. Tout le monde ne fait pas forcément, donc il y a trop d'autres axes qu'on peut aller voir. Après, tu sais, t'as tout ce qui est digestif haut, on n'y pense pas beaucoup, mais ulcère, gastrite, gastroparésie. Tu vois, c'est pour ça que je dis diabète lié au trouble digestif, parce qu'il y a énormément de gastroparésie. Ah oui. Tu vois, tu as des gastrites à Helicobacter pylori, des œsophagites éosinophiles, on va y arriver. En fait, il y a plein de choses. Il n'y en a pas 10 000, mais il y en a quand même pas mal. Et une fois que le gastro il a écarté ça... après, il se dit syndrome de l'intestin irritable. Après, tous n'écartent pas tout ce que je viens de dire. Parce que je vois, j'ai des patients qui arrivent et je me dis... on n'a pas fait une coproculture? Ah non, ça serait intéressant d'aller demander à votre médecin ou le gastro, justement. Du coup, je travaille avec pas mal de gastro-entérologues. Ouais. Oui, pour revenir à la définition. Qu'est-ce que c'est? Alors, syndrome de l'intestin irritable, si je reprends les critères de diagnostic, en fait, à la base, c'est des douleurs abdominales. Donc, ils sont chroniques. Ok. Donc, il faut, en gros, que tu aies mal une fois par semaine pendant 3 mois. Mais pas en discontinu. Il faut que ça dure 6 mois. Tu vois, déjà, rien que ça, il faut le comprendre, tu vois. Donc, en gros, on part du principe, déjà, douleur abdominale chronique. Et après, c'est la cause. Donc, on te donne 3 critères, il faut que tu en aies 2 sur les 3 minimum. Soit c'est lié à la défécation, soit à sa consistance, soit à sa fréquence. Ok. Tu vois? Donc, en gros, si tu as mal au ventre et que tu as un problème de transit, tu rentres dans le syndrome de l'intestin irritable. Mais le syndrome de l'intestin irritable, c'est un trouble fonctionnel. Et en fait, ça rentre dans les troubles fonctionnels. Donc, tu peux avoir une constipation fonctionnelle, une diarrhée fonctionnelle, un ballonnement fonctionnel, où il n'y a pas forcément de douleur. Tu vois, c'est là où ça se complique un petit peu. Ah oui, ouais, ok. C'est pour ça que c'est plus simple de dire « vous avez le syndrome de l'intestin irritable ». Ok. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup de patients qui viennent avec ce diagnostic-là. Ok. Et comment tu fais alors que tu as un patient qui arrive qui dit « j'ai un syndrome d'intestin irritable ». Comment tu vas affiner un petit peu, toi? Déjà, je vais lui expliquer. Ouais. Je vais lui expliquer ce que c'est. Ouais. Donc, cette histoire de diagnostic d'exclusion, parce qu'ils ne le savent pas forcément. Donc, je les rassure, parce que quand on a ce diagnostic-là, ça veut dire que logiquement, le gastro est allé voir, tu sais, tout ce qui est pathologie organique
qui peuvent évoluer vers quelque chose de plus compliqué. Alors que le syndrome de l'intestin irritable, ça évolue pas. Donc déjà, je leur explique. Et puis, je leur explique que c'est multifactoriel. Oui. Donc, il y a plusieurs causes. Et c'est ça la clé, en fait. C'est qu'en gros, tu peux avoir un syndrome de l'intestin irritable, donc un problème de douleur lié à des problèmes de transit, mais en fait, avec des causes multiples et variées. Donc, je leur explique ça, en fait. C'est vraiment la base. Ok. Qu'est-ce que ça peut être les causes? Ah, il y en a tellement. Ouais. Les principales? Les principales, je vais essayer de limiter. Problème de motricité du tube, tu sais que tout est lié à... Enfin, c'est toute une machinerie, en fait. Donc, tu peux avoir des problèmes de motricité. Donc, motilité, on dit motilité. Moi, j'aime bien dire motricité, comme ça, les patients, ils comprennent bien. Tu sais. Motricité, des problèmes de dysbiose. Donc, la dysbiose, c'est tout ce qui est, tu sais, dérèglement du microbiote. Donc, c'est là où on peut retrouver un SIBO, par exemple, ou une candidose, ou des dysbioses qui ont plus des tendances à putréfaction. Ça, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Après, tu as tout ce qui est perméabilité intestinale, donc hyperperméabilité intestinale. En gros, pourquoi les cellules qui sont censées être hyper jointes et laisser pas passer beaucoup de choses sont tout d'un coup poreuses. Ouais. C'est très connu, c'est dans le monde du sport, parce qu'on parle de porosité suite à de l'ischémie de réperfusion, des choses comme ça. Donc, c'est très connu, mais ça peut arriver en dehors du monde du sport, en fait. Après, tu as tout ce qui est hypersensibilité viscérale. Donc, pourquoi ces gens ressentent plus la douleur que d'autres personnes, en fait? Et ça, c'est une des plus grandes causes du syndrome de l'intestin irritable. Je dirais même que c'est la première. Donc, oui, il peut y avoir des soucis inflammatoires, mastocytaires, tu sais, qui dégranulent. Enfin, tu as plein de choses, en fait, qui expliquent au niveau nerveux. Après, tu vas chercher la cause de la cause de la cause, tu vois l'idée. Mais alors, le patient qui arrive et qui dit, voilà, on m'a dit que j'avais un syndrome de l'intestin irritable et qu'il fallait que je vienne voir une diète, parce que ça doit quand même être souvent ce cas-là, j'imagine. Ils ne connaissent pas forcément la cause. Donc toi, tu vas essayer de chercher quand même, tu vas creuser. Chercher un peu, parce que, par exemple, si tu as quelqu'un qui vient, ce qu'on appelle le S2I post-infectieux, il y en a beaucoup. C'est des gens qui ont un syndrome d'intestin irritable suite à gastroentérite, parasitose, intoxication alimentaire. Et donc, du coup, cet état infectieux a déréglé la machine. Et ça, c'est beaucoup... quand je parlais tout à l'heure de cause de motricité, c'est une des premières causes, en fait. Donc, du coup, ça dérègle la machine. En post-infectieux, hop, ça dérègle le truc. Momentanément? Non, pas forcément. Après, il y a plein de choses qui jouent, des anticorps. Bon, je ne rentrerai pas dans le détail, mais tu as des choses qui dérèglent ce qu'on appelle le complexe moteur migrant. C'est une espèce de gros balai qui va nettoyer l'intestin. Ça dérègle plein de choses comme ça. Donc, quand je suis face à des patients qui ont ça, déjà, c'est généralement des gens qui ont de la diarrhée. Des diarrhées qui sont plutôt sévères aussi. Donc, ça se voit, en fait. Ça se voit Je vois que ça vient de là, en fait. Donc ça, c'est intéressant. Après, je peux voir des gens qui ont un syndrome d'intestin irritable pour des causes biliaires. Mauvaise réabsorption des acides biliaires au niveau du côlon. Du coup, ils se font des diarrhées. Et tu le vois comment? Avec l'expérience? Oui, l'expérience, mais les questions symptômes. Que tu poses, les symptômes. Les symptômes. Voilà. Tu sais, à l'ancienne, je parlais avec un médecin il n'y a pas longtemps, il me disait, moi, j'ai été formée par un médecin qui regardait les selles des gens. C'est-à-dire qu'avant, à la base, il me racontait que le médecin, il demandait aux patients de venir avec leur selle dans un pot. Mais en fait, déjà, ça raconte une histoire. Oui. Donc, c'est assez impressionnant. Donc déjà, moi, tu vois, l'échelle de Bristol, qui est hyper connue, la couleur des selles, la consistance, la fréquence, déjà, t'as une mine d'or. Et il y a de l'or dans le caca. Donc, tu poses toutes ces questions, en fait, au premier rendez-vous. T'as plein de questions comme ça qui vont devenir... J'en ai plein. J'en ai plein parce que, tu vois, je me retrouve beaucoup aussi avec des patients qui viennent me voir, qui ont une hypothyroïdie. Et on n'a jamais fait le lien entre l'hypothyroïdie et la constipation. Ah bon? Le lien existe? Et là, je leur explique. Bon, je me fais plaisir au passage parce que j'adore raconter cette histoire. Après, je sais que les patients, ils viennent me voir pour ça. Donc, sur Instagram, c'est un peu comme ça que je raconte, tu vois. Et je leur explique, en effet, pourquoi. Et là, ils me font « Ah, ok. » Donc, ils comprennent tout, en fait, ça met du sens. Et du coup, soit je leur envoie sur leur endocrinologue pour qu'ils revoient le traitement parce que des fois, ça va pas. Et ils osent pas le dire. Ah, j'ai des symptômes, mais comme je vis normalement,
Symptômes digestifs, c'est pas grave. Après, tu as des traitements aussi. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'avais un patient, ça m'a marqué parce que il avait un diabète de type 2. Et en fait, il s'est retrouvé au mariage de son fils à être aux toilettes. Donc, ça m'avait vachement marqué. Ouais. Et en fait, c'est son traitement qu'il supportait pas. Donc, au-delà de l'alimentation, il y a énormément de causes, en fait. Donc, ouais, ce qu'on disait quand on parlait un petit peu en aparté tout à l'heure, je te disais, je suis très, très humble face aux troubles digestifs. T'as vu les causes, il y en a plein. Ouais. Et là, je t'ai donné quoi, 0,5%. Donc, ouais, j'ai un questionnaire super long. Super long. Ah ouais, ils bossent mes patients. Ouais. Et ils remplissent avant? Ouais. Oui. Tu leur demandes c'est une demande express de ma part. Mais généralement, j'ai des patients qui sont... Ils jouent le jeu. Ah oui, parce qu'ils sont contents. Ouais, bah oui. Et t'as eu le temps d'étudier le dossier un peu avant qu'ils arrivent? Ouais. Donc t'as déjà peut-être toi une petite idée qui s'est dégagée quand t'as lu le questionnaire. En fait, j'ai mis une hypothèse. En fait, ce qui se passe, t'as beaucoup de diètes. Après, c'est chacun sa pratique. Ouais, c'est intéressant. J'ai beaucoup de diètes qui me disent, moi, je fais après. Ouais. Moi, j'aime bien faire avant. Ouais. Parce qu'en fait, du coup, je vois, j'ai mis une hypothèse et face au patient, soit c'est complètement, mais rien à voir, soit ça confirme. Et ça, je trouve ça chouette, justement, parce que je vois, avec le patient, je peux passer du temps à échanger. Et là, je vois d'autres choses que je n'avais pas forcément vues. Ouais. Donc, je trouve ça... passionnant. Ouais, et c'est ma façon de fonctionner. Encore une fois, ce n'est pas forcément la façon, c'est ma façon à moi. Et donc, tu arrives très souvent à dégager une cause, toi, dès le premier rendez-vous? J'ai mis une hypothèse. Ouais. En fait, je dis à mes patients, on est 2 cerveaux au lieu d'1. Donc, on partage. Et puis, moi, je pense que j'ai compris ça. En fait, ma réflexion, elle est physiologique. Tu vois, quand j'ai dit tout à l'heure, j'aime bien expliquer l'hypothyroïdie, la constipation. Bah, pareil, je vais expliquer le reflux, la constipation. Un tube, en fait, t'appuies à la fin, tu fermes le tube. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Bah, il n'y a plus rien qui rentre, quoi. Et en fait, avec des mots tout simples comme ça, les gens comprennent. Et ça peut expliquer énormément de choses. En travaillant la constipation, j'ai plein de patients qui n'ont plus de reflux. Ouais. Ils doivent se sentir tellement soulagés aussi, tes patients, parce que je me dis, ils arrivent avec une vraie problématique handicapante au quotidien. Ils arrivent avec un peu une lumière quand même pour eux. En fait, je pense que là où ils sont contents, c'est qu'ils disent qu'il y a quelqu'un qui réfléchit sur leur cas. Et ils se sentent écoutés, compris, et en plus, potentiellement une réponse. Voilà. Après, je dis toujours, moi, je ne vends pas du rêve. Ça, c'est important. Tu sais, on en parlait aussi, ça, de obligation de moyens, obligation de résultats. Je pense que nous, en tant que diète, on a envie, bien sûr, qu'il y ait du résultat, mais en trouble digestif, on revient juste vite, on va dire à notre place, d'obligation de moyens, parce que le résultat, des fois, il vient, et puis des fois, il vient pas. Donc, parce qu'il y a d'autres choses qu'on voit pas, qu'on connaît pas. Et puis, la physiologie, on en est j'aime bien dire qu'on en est au départ. T'imagines tout ce que tu as encore à apprendre? Ah ouais, oh là là, encore des diplômes. T'auras pas assez de toute ta vie pour tout apprendre. C'est ça. Ok, et alors quand tu as une idée, une hypothèse, tu demandes à faire des examens complémentaires? Ouais, alors moi j'aime bien, après j'ai des patients qui viennent, des fois ils ont des dossiers comme ça. Ouais. Mais moi j'aime bien les récupérer, parce qu'il y a une question de budget, je vais pas faire des choses à des gens. Donc déjà, je demande qu'il y ait quelque chose de fait avec le médecin, et puis si c'est pas le cas, je le renvoie. Puis je communique avec les médecins aussi. Je te dis, je commence à travailler pas mal de gastroentérologues parce qu'ils aiment bien cette façon de fonctionner. Ouais. Ils viennent me voir, ils font « Ah, enfin, j'ai une solution. J'ai quelqu'un derrière qui comprend et qui peut aider mon patient. » Donc, pour eux, on est une aubaine, en fait. Et donc, en effet, j'aime bien quand moi, j'ai vu... Tu vois, dans des maladies de Crohn, j'ai vu pas mal de gens avec des acides biliaires, ça va pas, en fait. Et juste en arrangeant cette partie-là, on en parlait avec le gastro, il n'y a plus de symptômes. Donc, c'est dommage de passer à côté, en fait. Ouais. Mais je pense que chacun son rôle. Et c'est mieux de travailler ensemble. Okay. Moi, j'aime bien travailler avec plusieurs praticiens. Hein. Tu vois, j'ai des psys, des gens qui font de l'EMDR, des ostéopathes, des endocrinos. J'aime bien travailler avec tout le monde parce que tout seul, c'est pas possible. Donc, tu renvoies vers des examens. Donc, ça peut être quoi comme type d'examen, alors? Déjà, c'est la biologie basique. Pour voir les carences. Moi, j'aime bien voir les carences. Tu dis basique, mais quand même plutôt poussé. Un peu poussé. J'ai mon côté micronut qui refait surface, là. Oui, parce que quelqu'un qui est en carence de fer, voire anémie, c'est clair que déjà, ça explique énormément de choses. Ouais. Après, c'est cause-conséquence. On ne sait pas si c'est la cause ou la conséquence, mais déjà... donc, un bilan vitamines, minéraux, tout ce qu'on peut... Enfin, il y a des choses qui ne se dosent pas, donc ce qui se dose...
Après, je demande toujours si, tu sais, les IGA transglutaminase, IGA totaux ont été faits pour la maladie cœliaque. Après, généralement, ils viennent tous avec tu sais, une calprotectine, au moins calprotectine fécale qui a été fait dans le cadre, tu sais, pour un premier diagnostic de Mickey. Ensuite, il y en a qui viennent avec des copros ou des parasitoses. Donc ça, des fois, dans la façon dont les gens me racontent leur histoire, tu vois, ils ont fait un voyage ou un quoi. Enfin, pourquoi il n'y a pas eu de parasitose, tu vois? Ouais. Donc de coproculture ou de... Ouais, pourquoi ça n'a pas été fait, ouais. D'examen pour voir s'il y a des parasites, quoi. Tu peux avoir tout ce qui est coloscopie, fibroscopie. La plupart du temps, ils sont venus, ils ont déjà fait une colo. Hein. Ouais. Franchement, je te dis, j'ai des patients qui viennent, ils ont déjà tout fait. Hein. Il y en a qui viennent, ils ont fait des vidéocapsules. Donc moi, ce que je demande, en effet, c'est que les basiques soient faits. Après, en troubles digestifs, on parle de signes d'alerte. Tu vois, quand je vois il y a des gens qui, des fois, que ça m'est arrivé. Hein. Je vois justement couleur de sel, ils me disent j'ai du sang dans les selles. Là, je les renvoie directement chez le médecin. Donc, tout ce qui est signe d'alerte aussi, je fais gaffe. Et à partir de ça, je demande à aller faire des examens complémentaires. Okay. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question par rapport à ça. Dans les signes d'alerte, donc tu as le sang dans les selles, tu as quoi d'autre? Après, c'est tout ce qui est antécédent, tu sais, de maladies chroniques. Tu as diarrhée, vomissement persistant, douleur qui réveille la nuit. Ça, j'en ai beaucoup. Ah. Et c'est ce que je regarde en premier. Douleur qui réveille la nuit. Si la personne n'a pas vu un gastro, je la renvoie directement chez le gastro. Après, tu as les plus basiques comme une constipation qui arrive soudainement après 50 ans. Tu sais, on pense au cancer colorectal. Après, il y en a d'autres, mais c'est les principaux que je vais regarder. Ouais. Est-ce que le fait de devoir aller aux toilettes, ça peut arriver des patients qui te racontent, mais j'étais en train de faire les courses et si j'ai pas de toilette à côté de moi, est-ce que ça, c'est un signe d'alerte aussi? Ce qu'on appelle des diarrhées impérieuses, ouais. Okay. J'ai beaucoup de patients qui ont ça, hein, qui développent après une laxophobie. C'est une peur de ça. Non, c'est pas un signe d'alerte. C'est pas un signe d'alerte. Non, c'est la chronicité en fait. Tu vois, il y a aussi la fatigue avec tout ce qui est anémie, asthénie. Ça, c'est des signes d'alerte. Quelqu'un qui est très, très, très fatigué, ça cache pas mal de choses en fait. Mais non, c'est pas un signe d'alerte. Mais pour la vie, c'est un signe d'alerte. Oui, parce que syndrome d'intestin irritable, c'est pas dangereux en soi. Par contre, ça bousille la qualité de vie. Tu as réussi à trouver des partenariats, entre guillemets, avec des gastros qui sont favorables et des médecins qui sont favorables? Parce que parfois, quand tu t'essayes de demander une prise de sang un peu plus poussée, parfois, on peut un peu t'envoyer balader. Ça va? Oui, non, mais j'en ai. Hein. Quand même, ça arrive quand même. Oui, bien sûr. Ah non, je te vends pas du rêve. Non. Après, du coup, j'en ai qui me demandent de conseiller des gastros. Bon, des fois, si j'ai besoin, je renvoie, en fait. Ouais. Oui, t'en as beaucoup qui me disent non. Il n'y a pas trop d'attente chez les gastros par chez toi? Je suis à côté de Paris, donc forcément, il y en a. Ouais. Non, j'en ai beaucoup. Il y en a beaucoup qui reviennent, qui disent on n'a pas voulu me faire ça ou ça ou ça. Alors moi, on est responsable aussi de sa santé. On a le droit de demander au labo de rajouter ce qu'on veut, en fait. Hein. Je ne sais pas si les gens le savent ou pas. Donc moi, je leur rappelle aussi, si vous voulez aller creuser plus loin, vous avez le droit. En fait. Il faut payer, en fait. C'est ça. Donc c'est un choix aussi, des fois. Après, j'ai des patients que j'ai renvoyés. En fait, je dis toujours que notre rôle aussi, c'est pas de retarder les diagnostics. Donc, tu vois, par exemple, j'ai des patients qui viennent, ça sent l'endométriose, quoi. Je sais pas comment le dire autrement. Je renvoie au gynécologue. Et puis, j'ai une patiente comme ça, elle a fait 3 gynécologues et elle a eu son diagnostic d'endométriose. Parce qu'elle a persévéré, en fait. Et elle avait vraiment une endométriose. Donc, je trouve que notre rôle aussi, il est un peu là. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un patient qui vient, qui n'a pas de diagnostic posé, mais qui te décrit ses symptômes, et là, tu sens quelque chose. Je sens le syndrome. Et tu lui dis, ok. Et là, bon, le diététicien ne pose pas de diagnostic, donc tu renvoies aussi directement vers le médecin en disant, j'ai une petite suspicion de quelque chose, il faut creuser. Ça dépend des cas. Ça dépend des cas, parce que ça dépend de troubles digestifs. Je veux dire, si tu as quelqu'un qui vient avec, je sais pas, une constipation chronique, en effet, ça peut être un syndrome de l'intestin irritable. S'il n'y a pas de signe d'alerte, on peut déjà commencer à travailler. Ouais. Tu vois ? Donc, parce que c'est aussi notre rôle de diététicien d'améliorer l'alimentation.
imagine, donc tu as quelqu'un qui vient avec une constipation chronique qui mange jamais de fibres. Donc, à la base, on revient au basique, tu vois, juste la base de la base de la base. On revoit l'alimentation. Et là, s'il y a quelque chose qui continue, là, on peut aller creuser. Ouais. Donc, tu vois, ça dépend. Ça dépend le patient qui vient. Dépend le patient, Moi, je te rassure, j'ai pratiquement pas de ce cas-là, hein, parce que les gens qui ont une constipation, ils ont déjà tout essayé. Ok. Donc, pendant ta première consulte, tu as ce petit questionnaire ce grand questionnaire que tu as reçu en amont, que tu as étudié. Donc, tu discutes avec ton patient de ses symptômes, etc. Et dès la première consulte, tu parles vraiment alimentation, tu mets des choses en place, tu arrives à faire tout ça en 1 heure. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai automatisé plein de trucs. Comment te dire, j'ai des copines qui regardent mon fichier Excel qui me disent « Mais t'es humaine ?» Mais au moins, c'est efficace. Ah, c'est mon petit côté matheuse là qui ressort. Ouais. Mais oui, parce qu'en fait, je pars du principe que le patient, il a vu déjà beaucoup de monde. Ouais. Il vient me voir, il m'a payé. Ouais. Ce serait bien qu'il ressorte avec quelque chose. Après, c'est notre déformation un peu de diète. On aime bien qu'il ressorte avec quelque chose, tu vois. Mais c'est pas ça juste pour qu'il ressorte avec quelque chose. C'est qu'il y a un premier axe de travail, en fait. Ah ouais, que ça... Donc oui, il y a une anamnèse alimentaire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font pas. Mmh. Mais si tu savais le nombre de cas que j'ai solutionnés juste parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas assez de protéines. Et ça, tu le demandes en amont aussi ? Alors, je demande en amont qu'il regarde comment il mange et qu'il me fasse un petit journal alimentaire. Ah ouais. Sur combien de jours ? Alors, je leur demande 1-2 jours, mais après, quand je leur redemande, tu sais, pendant la consultation, je vais aller voir des fréquences. Tu vois, je vais aller m'intéresser. C'est les fréquences qui vont m'intéresser, en fait. Tu vois, au-delà de ce qu'ils ont mangé la veille, on voit tout dans les fréquences. Donc, moi, je me fais pas... je fais pas abstraction de ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font plus ou qui le font après. Mais encore une fois, chacun sa consultation qui correspond au patient qu'il a. Mmh. Donc, comme j'ai eu énormément de cas où il n'y a pas assez de protéines, mais vraiment, hein, quand je te dis, c'est dingue. En dessous des 10%... mais rien. Ah ouais. Soit c'est des gens qui ont entendu « c'est pas bien de manger de la viande, etc. » Ou soit c'est des gens qui veulent devenir végétariens, véganes. C'est chouette, moi j'accompagne les gens aussi parce que je suis formée à ça. Donc je trouve ça, moi j'ai pas d'avis. Je fais juste avec le paquet qui est livré. Et une volonté, des fois, d'aller chercher un petit peu des protéines ailleurs et qu'ils n'y arrivent pas parce que ça veut dire légumineuses et légumineuses, troubles digestifs. Donc c'est une espèce de petit casse-tête là. Ouais. Donc voilà, rien qu'avec ça, je vois qu'il n'y a pas assez de protéines. Et donc c'est un basique. Tu remets tout de suite. On met de la protéine. J'ai des patients qui vont 100 fois mieux juste avec de la protéine. Attention, on ne tombe pas dans l'excès. Hein. Tout à l'heure, je parlais de dysbiose de putréfaction. À l'inverse, j'ai des sportifs qui mangent trop de protéines. 3 grammes kg poids de corps. Je te promets, ils arrivent comme ça, ils me lâchent ça. Et ça, les sportifs ont calculé. Voilà. Ouais. Mes macros et tout, on parle ensemble. Et donc, ils sont à 3 grammes, ouais. C'est énorme. Hein. 3 grammes, c'est énorme, ouais. Enfin, même les grands sportifs de JO, ils prennent pas 3 grammes. Hein. Et là, ils dérèglent complètement leur microbiote. Et là, ils ont du digestif, des problèmes digestifs qui sont liés à leur microbiote qui ont complètement évolué avec les protéines qu'ils ont mangées. Ouais. Qui digèrent mal. Ouais. Enfin, tu vois le cercle vicieux. Ouais. Donc, tu remarques les protéines et tu as remarqué les fibres aussi, j'imagine. Je regarde les fibres. Ouais. Et souvent, ils n'en mangent pas assez. Ah, j'ai les deux. Ah, t'as les deux. Ah, j'ai les deux. Ah, ouais, donc... j'ai des gens 1,5 kg de végétaux par jour. Donc, tu vois les fibres qui sont explosées. Et ils me disent j'ai mal au ventre. Oui. Bon, on va commencer déjà à rééquilibrer un peu ça. Ouais. Je regarde l'eau. Enfin, tu vois, c'est bête, mais les gens ne boivent pas. Ok. Et donc, avec finalement des améliorations basiques, dans le sens où chaque diète fait ça, tu remarques déjà des vraies améliorations. Des vraies améliorations. Je leur dis toujours, avant de sortir, tu sais, la Kalachnikov, quoi. Tu leur dis quoi de sortir le gros flingue, quoi. Enfin, ah oui, la Kalachnikov. Après, ça les rassure aussi. Ah ouais. Bon, t'en as qui se disent mais il faut un truc plus compliqué parce que j'ai un problème compliqué. T'en auras toujours qui vont te dire ça. Mais essayez ça, on va voir. La mastication, tu sais, j'en parle beaucoup sur Insta aussi, ça m'amuse beaucoup. La mastication, c'est 50% de problème en moins. Bah oui, c'est la... Ça coûte rien. Et je leur dis ça, c'est gratuit. Tu sais, c'est le début de notre digestion. Et on l'oublie. Okay. C'est dingue. Et tu vas quantifier les choses quand même. Tu vas leur redonner des repères en disant, par exemple, protéines, pour avoir les 20%, il faut que tu le ou les 20%. Ouais, je suis plutôt... ça dépend des gens. 15...
Tu leur donnes des repères vraiment concrets. Alors, voilà, c'est autant de grammes de... Pas forcément en grammage. Moi, j'aime bien travailler avec les mains. Tu sais, les poings, les mains, les machins. Parce que déjà, comme c'est des gens qui font souvent beaucoup attention à leur alimentation, je veux pas forcément qu'ils aillent vers de l'orthorexie, mais je leur explique et je les fais travailler sur la compréhension de qu'est-ce que ça veut dire avoir une protéine, quoi. Et des fois, on joue que là-dessus. Tu leur donnes pas spécialement de recettes. J'ai cru comprendre que c'était pas trop ton truc, les recettes. Non. Mais par contre, tu leur donnes des repères en disant, voilà, votre assiette du midi, idéalement, il y a ça dedans. Ouais, avec des variations possibles. Avec des variations, ouais. Et t'en ajoutes le matin, des protéines ? Ouais. Je suis une fan des protéines le matin. Vraiment, j'ai vu la différence. Surtout que je me retrouve beaucoup avec des patients qui font du jeûne intermittent. Ah ouais. Énormément. Pour soulager ? Ouais, et ça soulage pas du tout. D'accord. Après, c'est mon observation. Hein. C'est pas, j'ai pas de recours scientifique à te mettre derrière. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font du jeûne pour soulager les troubles digestifs. Moi, j'ai vu que ça, en tout cas dans ma pratique, ça marche pas. Et en sautant le petit-déj ou plutôt le repas du soir, ça peut être l'un ou l'autre ? Non, il saute souvent le matin. Le matin, ouais. Le matin, c'est inexistant. Parce que, en plus, souvent, c'est pour une logique de... J'ai entendu dire que le jeûne, c'était bien pour mes intestins. Je vais reposer mes intestins, donc du coup, ils vont être moins sollicités. Et on remet un petit-déj, généralement, et il y en a plein qui me disent, mais ça passe 100 fois mieux. Ouais. Un petit-déj plutôt protéiné, alors. Plutôt protéiné, ouais. Après, je donne plein de variations possibles. Donc, tu sais, il n'y a pas d'obligation à faire ça ou ça. Qu'est-ce que vous aimez ? Ah, ça, c'est intéressant, faire varier, parce que... Nous, en France, on a bien, tu sais, manger le même petit-déj tous les jours. Pain, beurre, confiture. Bah ouais, mais c'est pas simple aussi de varier. Enfin, tu vois, moi, je suis un humain aussi et je cours partout. C'est des logiques que je comprends. C'est pratique, en plus, ouais. Donc, c'est chouette quand tu as le temps de bien cuisiner tout, mais quand t'as pas le temps, tu fais comment ? Donc, tu leur donnes quand même une fiche avec plusieurs petits déjeuners, ouais. Donc, protéines, fibres, qu'est-ce que tu peux remarquer dans les basiques de l'alimentation ? Peut-être qui est un peu défaillant, peut-être trop de féculents ou des féculents, je sais pas complets ou justement trop complets, ça donne trop de fibres. Après, j'ai beaucoup de contexte alimentaire plutôt. Donc, on a dit mastication, etc. Et après, dans les macros, les glucides. Alors, les glucides, tu sais, comme c'est de la fermentation, c'est souvent un ennemi, en fait, pour les gens qui ont des troubles digestifs. Parce que c'est ça le problème, en fait. C'est quoi ? En gros, c'est sur ça qu'est basée la Monash, en fait, l'alimentation pauvre en FODMAP. En gros, tu manges beaucoup de glucides et de fibres, elles arrivent au niveau du côlon, elles sont mangées par le microbiote, elles fermentent, et donc c'est l'excès de fermentation qui pose un problème au niveau des douleurs parce que hypersensibilité viscérale. En gros, je te le résume, c'est ça qu'on comprend, en fait. C'est sur ça qu'est basée la Monash. Sur ce principe-là. On baisse la fermentation, le microbiote se rééquilibre, on a moins de douleur, on peut remanger normalement, et ensuite, on remet des aliments, tu vois ce que je veux dire ? Donc, les glucides, souvent, chez mes patients, c'est l'ennemi numéro 1. Ok. Et alors, comment tu fais ? C'est une très bonne question. Il y a plein de choses tu sais, qui existent sur les glucides. Donc, il y en a qui viennent, ils ont fait des régimes tu sais, spécifiques. Oui, j'ai dit le mot régime, mais c'est juste pour dire que le régime existe. Je n'utilise plus du tout ce mot-là. Des régimes pauvres en glucides. Donc, t'en as qui ont fait du cétogène, t'en as qui ont fait du low carb, t'en as qui ont fait du GAPS, SCD, de ces régimes des glucides simplifiés. Donc, j'en ai plein qui ont déjà éliminé les glucides, quoi. Donc, s'ils viennent là, c'est qu'ils ont mal à ventre, c'est que ça n'a pas marché. Donc, généralement, j'en remets. Tu réintègres, Mais ça dépend des cas. En fait, ça dépend des cas. Le comment dépend des cas. Ou, en effet, des fois, c'est l'alimentation pauvre en FODMAP qui va être intéressant. Et puis, des fois, c'est d'autres choses. Ok. Donc, toujours au cas par cas. Ok. Au cas par cas, ouais. Ok. Justement, tu parles de l'alimentation pauvre en FODMAP. Donc ça, c'est... Bon, moi, j'ai déjà quand même creusé ce sujet. Alors, je pense que tu vas me dire que ça dépend des cas. Est-ce que c'est efficace ? C'est chiant, t'as vu ? Cette nuance tout le temps. Ah là là, c'est pas possible, ça. Est-ce que c'est déjà un protocole que toi, tu vas utiliser chez certains de tes patients ? Ouais, parce qu'en fait, ça soulage. Ouais. Et tu utilises l'appli Monash ?
Alors, pas forcément, parce que, bon, il y en a qui l'ont déjà. Ouais. Moi, j'aime bien utiliser FODMAPédia, je sais pas si tu connais. Non, pas celle-là. Parce qu'en fait, c'est français. Hein. Ouais. Et en plus, il y a vraiment des choses françaises. Et puis, Emmanuelle, qui a créé ça, elle va vraiment dans le détail, en fait, des aliments et dans la vraie vie. Surtout, c'est ça qui m'intéresse. Parce que tu trouves que Monash, c'est australien. Donc, ouais, du coup, tu vas avoir des produits qui sont très anglo-saxons. Et puis, nous, notre spécificité quand même culinaire fait que tu trouves pas. Donc, alors, pour certains patients qui ont vraiment besoin, oui. Après, l'alimentation pauvre en FODMAP, en effet, elle est intéressante. Déjà, elle est prescrite par les gastro-entérologues. Hein, ce que je te disais, c'est la première solution qu'ils ont. Donc, j'ai déjà pas mal de patients qui l'ont mis en place. Je la trouve intéressante parce qu'en fait, surtout dans des cas où on a besoin de soulager les symptômes, ça ne traite pas la cause. Ouais. Encore une fois, hein. On met un pansement sur une jambe de bois avec l'alimentation pauvre en FODMAP. Donc, tu as des gens qui ont mal. Et donc, ça permet de réduire les symptômes, en fait. Donc, pas chez tout le monde. Hein. Il y a à peu près 70%. En gros, l'étude qui a été faite, c'est 70% des gens qui ont une amélioration avec l'alimentation pauvre en FODMAP, en fait. Donc, oui, je l'utilise. Après, je peux la simplifier, parce que ça, elle n'est pas très connue. Moi, je suis formée par la Monash. Donc, du coup, il y a des niveaux, en fait. Donc, tu vois, suivant le patient qui arrive, c'est chiant encore une fois, mais suivant le patient qui arrive, des fois, juste une simplifiée avec ce que j'appelle les pires FODMAP, quoi. Vraiment, c'est des aliments qui ont des riches teneurs. Tu vois, l'ail, l'oignon, c'est connu. Même ceux qui n'ont pas de problème digestif, ils ont du mal à digérer l'ail et l'oignon. Donc, je vais me servir de ça, pour soulager les symptômes. Mais c'est pas magique. Tu vois, j'en parle aussi beaucoup sur le compte, mais il n'y a pas que ça comme outil, en fait. Il y a des gens qui réintroduisent des aliments et hop, c'est reparti, comme au départ. C'est pas magique non plus. Ouais. Donc, tu le fais si c'est le gastro qui l'a prescrit? Non, pas forcément. Pas forcément. Non. Non. Imagine, tu es face à un patient qui a une alimentation avec 0 fibre. Ouais, limite, tu sais, pauvre en résidus, avant une coloscopie, quoi. Tu peux pas faire une alimentation pauvre en FODMAP, en vrai. Donc non, en fait. Donc, si je vois des prescriptions d'alimentation pauvre en FODMAP et que c'est pas justifié, je vais pas le faire. Et puis là, je fais un compte-rendu au gastro et généralement, il est d'accord avec moi. Donc, c'est ça qui est cool. C'est que là, il se dit, ah ouais, ok, bon, c'est pas mon domaine de toute façon. Donc, je te laisse faire et puis tu me tiens au courant. Et si tu mets en place cette alimentation, c'est plutôt la simplifier, si je comprends bien. Souvent la simplifier pour commencer et de temps en temps un peu plus strict. Ouais. Avec les phases de réintroduction au fur et à mesure, etc. aussi. Ouais. Ah bah oui. Mais justement, ce que je trouve intéressant, moi, dans le protocole pauvre en FODMAP, c'est un protocole qui est basé sur des évictions et réintroductions. Donc, il y en a plein des protocoles comme ça, en fait. FODMAP, c'est connu, mais en vrai, si tu as un souci avec d'autres molécules, histamine, oxalate, sulfite, ou autre chose, c'est des principes d'éviction et réintroduction peuvent s'utiliser partout. La maladie de Crohn, tu as des gens qui mangent plus du tout de fruits et légumes. On utilise ces principes de réintroduction avec des gens qui ont la maladie de Crohn. Donc, tu vois, c'est pas non plus un révolutionnaire. C'est comment on fait pour éliminer des causes potentielles en mettant de côté certains aliments pendant un certain temps pour voir ce qui se passe. Et donc, je réintroduis avec le patient de façon à réintroduire déjà ce qu'il aime manger. Parce que j'en ai beaucoup qui me disent « Mais Céline, quand t'en es aux réintroductions des fructanes avec le pain et tout, tu mets combien de pain blanc et tout ?» Je fais « Déjà, demande à ton patient s'il mange du pain blanc. Tu vois, s'il mange pas de pain blanc, on réintroduit pas avec du pain blanc. » Et puis, généralement, moi, comme je l'ai fait aller vers du pain, tu sais, au levain, j'ai pas de réintroduction de pain. Parce qu'ils se mettent au pain au levain et puis il n'y a plus de problème. Donc, hop, une réintroduction en moins. Tu vois, c'est très... Il y a la théorie et il y a la vraie vie. Donc, c'est chouette d'avoir la théorie, les premières indications pour pouvoir faire bien les choses, mais il faut pas rester dedans. Il faut l'adapter. Et donc, c'est peut-être des patients que tu vas voir plus régulièrement, alors, quand tu commences à mettre en place ce protocole? Ouais, j'essaye. Donc, je les mets entre deux. Parce que c'est un peu compliqué. J'essaye d'avoir un suivi à quelques mois, tu vois, 1, 2 mois.
Ah oui. Je peux pas faire du semaine par semaine, j'ai pas, ça rentre pas. Mais j'ai des cas où je vois si j'ai des patients qui ont besoin, oui. Mais comme j'utilise une application où on peut discuter avec le patient, généralement, il sait qu'il n'est pas tout seul, le patient. Ouais. Est-ce que c'est déjà arrivé que tu mettes en place cette alimentation pauvre en FODMAP et qu'en fait, tu te rends compte que c'était pas... C'était pas ouf. Ouais, clairement. On réintroduit les aliments. Puis là, je le dis aux patients, on a testé ça. Tu te rappelles l'histoire d'hypothèse? On a testé cette hypothèse, ça n'a pas fonctionné, il y en a d'autres. Ouais. Mais au moins, celle-là, vous la classez, quoi. Et ça fait du bien aux gens. Parce qu'en fait, comme on sait... Enfin, quand ils le font tout seuls, tu sais, l'alimentation pauvre en FODMAP, en fait, ils savent jamais s'ils l'ont bien fait, pas bien fait. C'est vrai que c'est compliqué. Et ça reste encore, et puis ça alimente le cercle vicieux de je suis pas bien, et puis je sais pas si je fais bien, et puis ça aggrave un peu les symptômes. Ou... Au moins, ça c'est fait. Et puis oui, de dire devant le patient, c'est pas ça. Ouais, je me suis trompée, mais on a essayé. Mais en fait, ça marche, ça fonctionne. Ok, donc dans les choses que tu peux mettre en place, donc on a parlé protéines, fibres, on a parlé de l'hydratation, on a parlé de ce régime pauvre en FODMAP. Qu'est-ce que tu as d'autre comme outil, toi? Oula. Déjà, l'alimentation, c'est un sacré outil quand même. Hein. Parce que tu parlais beaucoup de macros, mais il y a tout ce qui est micronutriments aussi. Hein. C'est simple, moi j'ai des patients, je leur demande s'ils ont des carences, je regarde leur bilan bio. Il n'y a pas de fer, il n'y a pas de B12, il n'y a pas de B9. Déjà, là, c'est un basique chez moi. Ouais. Et ça, généralement, le médecin, il n'a pas déjà fait quelque chose par rapport à B12 Si, il y a des fois de la complémentation, mais de la complémentation des fois qui n'améliore pas. Ouais. Parce qu'on sait que quand on a des troubles digestifs, justement, ce bel intestin, il n'absorbe pas. Donc, du coup, tu peux donner ce que tu veux et ça ne fonctionne pas. Ouais. Donc, j'aime bien aller voir du côté de la micronutrition, en effet. Donc, soit après, tu as des solutions, bien sûr, alimentaires, et puis des solutions avec des compléments. Ouais. Donc, des fois, c'est nécessaire. Et tu vois, tu me parlais d'autres outils. Ouais, il y a tout le volet alimentation. Tu as tout le volet éducation, pour moi, qui est primordial. Alors, quand tu dis éducation, c'est-à-dire faire en sorte que la personne en face de moi ait compris. Ouais. Pour moi, ça fait partie de l'artillerie, en fait. Tu vois, c'est la base. Ouais. Je traite à tout ce qui est hors alimentation, activité physique, relaxation, tout ce qui est gestion du stress. Et après, en termes de micronut, en effet, tout ce qui va être carence, mais je peux aller sur des protocoles de probiotiques, des protocoles un peu plus poussés. Tu vois, là, j'ai une patiente, constipation depuis des années, on a essayé plein de trucs, et ce qui a marché, c'est de remettre des électrolytes sous forme de citrate, quoi. Ok. C'est ça qui a marché chez elle. Et donc, tu avais essayé les graines de chia, des graines de lin, le psyllium, tout ça. Le psyllium, je suis pas... je suis pas fan. On va en parler alors. Ouais, ça t'intéresse? Ouais, ça m'intéresse. Ok, ça marche. Ok, donc tu avais essayé ça et... Ah ouais, ok. Et ça a fonctionné. Peut-être il faut y penser. Donc, du coup, hop, tu vois, je me remets un peu en arrière, je me dis, bon, on peut tester des choses. Et ça, tu l'avais vu sur aucune bio? Non. C'est ton intuition. Après, c'est le côté un peu sportif, tu sais. Ouais, c'est connu, en fait, dans le monde du sport, sauf que la personne n'était pas du tout sportive. Donc, hop, on essaye ça. C'est pour ça que je te dis, c'est des successions d'hypothèses, en fait. Ouais. On part en étau. La plus grosse hypothèse, on élimine une par une, en fait. Ok. Et quelqu'un qui vient, qui a une carence en B12. Ouais. Première intention, c'est la supplémentation, quoi, en B12. Si t'as quelqu'un qui est végétarien ou vegan, oui. Ouais. Enfin, logiquement, vegan, parce que végétarien, on peut s'en sortir. Mais en quelqu'un qui a pris de la B12 pendant des années, ça remonte pas, il faut se poser des questions, quoi. Tu vois, j'ai une patiente, le fer, je dis pareil parce que le problème, c'est l'estomac. C'est pour ça que j'ai envie d'en faire B12. Estomac pas assez acide, tu peux faire ce que tu veux, hein. Ça passe pas. Okay. Donc, on arrange l'estomac pour pouvoir absorber les nutriments. Et entre-temps, tu vois, la B12, il y a plein de solutions qui sont en sublingual, par exemple. Comme si tu avais fait une chirurgie bariatrique. Et hop, tu chantes le système digestif pendant un temps, parce que la B12, ça sert à plein de choses, la méthylation, plein de choses, en fait, en vrai, pour que ça fonctionne bien. Donc, si tu n'as pas de B12 et que tu peux pas l'absorber, tu fais comment?
Et comment tu fais pour régler ce problème d'acidité dans l'estomac alors? Alors, soit les causes déjà peuvent être basiques. Hein. Quand tu commences à manger en mode sportif, c'est déjà que tu n'auras pas d'acidité dans ton estomac, en gros. Qu'est-ce que tu appelles manger comme un sportif? Ton nerf vague est pas du tout stimulé. Quand tu dis manger trop vite, alors ouais, c'est ça vite, que tu veux dire? en mode coin de table. Ah ouais. Tu mastiques pas, coin de table le plus vite possible. T'as rien qui est activé. Ton système digestif, il est en mode repos. Donc, tu manges dans ces conditions-là. Là, t'as aucune sécrétion digestive. Enfin, quand je dis aucune, on est dans la physiologie, on est d'accord. Hein, il y en a toujours. Ouais, un petit peu, ouais. Mais il y en a pas assez. Donc, sécrétion, motricité, tout ce qui fait que ton tube marche, il marche pas. Parce qu'il va alimenter tes muscles, ton cœur, tout ça pour aller faire du sport. Sauf que non, t'es en train de manger. Mmh. Donc, c'est la base. Ouais, donc première chose. Du coup, hypochloridrie. Après, tu as des cas d'hypochloridrie qui sont pathologiques. Hein, des gens qui ont des... comment on appelle ça? Des Helicobacter pylori. En fait, on pense à l'acidité, mais ça peut être l'inverse, en fait. Tu as des gens qui prennent des IPP aussi, des inhibiteurs de pompe à protons, donc qui digèrent pas, en fait. T'as plein de causes en fait sur l'hypochloridrie. Donc déjà ton estomac il est pas acide, l'hypothyroïdie aussi. Mais tu vois, quand il y a une hypothyroïdie avec médoc, tu peux pas enlever le médoc et donc t'es quand même aussi peut-être un peu limité. Alors il y a certaines fois où tu peux dire bon bah oui, un médicament qui n'est pas forcément utile ou ce genre de choses, voilà, en l'arrêtant ça va peut-être aller mieux. Mais dans l'hypothyroïdie, alors la constipation, ça se règle. La fameuse. Ouais. Bah oui, parce que des fois, il suffit de régler les fibres à nouveau. Non, pas forcément. C'est régler le traitement. En fait, tu vois, avec l'endocrino, il règle de façon à ce que tu sois moins enfin, que tu gères ta thyroïde, quoi, en fait. Ouais. Après, tu as des hypothyroïdies qu'on appelle frustres, hein, sans anticorps, qui ne sont pas des Hashimoto. Et c'est, par exemple, t'amènes dans ton alimentation, t'amènes pas assez de d'iode, de sélénium, etc. Ta thyroïde, elle fonctionne pas génial. Hein. J'ai des cas où je vois des TSH à 5 sans anticorps. Et ça veut dire, clairement, ta fonction thyroïdienne, elle est bof. Donc, t'as pas de diagnostic d'hypothyroïdie. Et pourtant, on remet tout ce qui fait que la thyroïde fonctionne bien. Tous les micronutriments qui font des gens qui mangent pas du tout de poisson. Donc, l'iode, tu l'amènes où? Ouais, bien sûr. Donc, toi, c'est tout ça que j'essaye d'aller voir. Ouais. Donc, oui, c'est long. Ouais. Mais c'est passionnant. Surtout avec je reviens à ce traitement de thyroïde, parce que moi j'ai quand même aussi beaucoup de patients qui c'est quand même une pathologie. Le psyllium aussi, hein. Ouais, j'y viens après. Ouais. C'est très délicat de toucher au traitement. Moi je touche pas. Ouais, non, toi non, bien sûr, mais même le médecin, en général, il est quand même assez frileux. Il vient de passer en 125, il faut redescendre, il faut remonter, il faut attendre la prochaine prise de sang pour voir ce que ça donne, etc. Et donc c'est vrai que parfois on peut se sentir, je trouve, un peu démuni quand même. Voilà, même si on a des conseils hygiéno-diététiques de base à donner. Bon, voilà. C'est clair que si ta cause de constipation elle est hypothyroïdienne, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Et alors encore une fois, dans le cas où il y a traitement. Si c'est l'hypothyroïdienne sans traitement et que c'est une frustre, quoi, en gros, tu joues sur les micronutriments et ça va beaucoup mieux. Ouais. Vraiment, ça, je le vois. Hein. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, je l'ai même fait moi-même parce que j'ai une tendance un peu hypothyroïdienne. Je suis pas Hashimoto, mais tu vois, on parlait de troubles digestifs. En creusant comme ça, pour moi, j'ai trouvé un petit peu où est-ce que ça allait. Et j'ai tendance à avoir une TSH qui monte assez régulièrement. Donc, hop, on remet un petit peu dans les compteurs et je le vois sur moi. Ça, c'est le jour et la nuit. Et tu manges du poisson ou tu prends des compléments? Ouais, je mange du poisson. Ouais. D'ailleurs, j'aime bien ramener un peu d'algues. Parce que moi, je suis fainéante. Alors, des fois, je ramène de l'iode comme ça. Ouais. Donc, j'aime bien. Tu sais, chez moi, je suis pas une grande cuisinière, mais j'ai des pots avec plein de trucs. Ouais, et donc, je rajoute. Ouais. Et je mets du goût. Tu vois, mes huiles. D'ailleurs, tout le monde se marre quand tu vois ma collection d'huiles, mais j'ai des huiles, des aromates. J'adore ça. Ok. Et le psyllium alors? Alors le psyllium, pourquoi j'aime pas? On va parler de constipation. C'est vrai que je suis pas extrême, encore une fois. Quand je dis j'aime pas, c'est pas que c'est interdit. Moi, je trouve ça bien le psyllium. En fait, il y en a chez qui ça marche super bien. C'est juste que en fait, il y a une contre-indication dans le psyllium, c'est que quand tu as une tendance constipation, tu peux avoir une tendance au bouchon. Ouais.
Et du coup, comme t'en as qui se disent, bon, bah tiens, je vais en mettre 4 tonnes parce que ça va aller mieux. Bah, en fait, ça peut aller jusqu'à des fécalomes. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non. C'est des bouchons, en fait. Mais tu peux avoir ça avec les graines de chia aussi. Aussi. Ouais. Alors, les graines de chia, moins, mais tout de suite, t'as pas envie d'en manger beaucoup. Je crois qu'il y a eu un exemple, je sais pas si tu as vu, quelqu'un qui avait mangé trop de graines de chia qui est resté coincé dans l'œsophage. C'est dingue. C'est dingue, ouais. On vend souvent du rêve sur les aliments. Tu sais, on va dire, ça c'est un super aliment, mange de ça, t'iras mieux. Tu sais, et puis c'est moi qui fais du marketing en plus, je connais la technique. C'est quand même plus simple de dire mange des kiwis tous les jours et puis tu seras en bonne santé. C'est chouette, mais c'est pas vrai dans la vraie vie. C'est la variété, c'est le maître mot. Après, en effet, en termes d'objectifs, c'est un peu plus dur à suivre que manger 4 kiwis par jour. Mais en fait, on a tendance comme ça à mettre en avant des choses. Et du coup, les gens ils se disent, bon, bah, vu que ça c'est bien, je vais en manger tous les jours. J'avais une patiente, elle buvait du jus de céleri tous les matins. Ah oui. C'est parce qu'elle a entendu dire ça, en fait. Sauf qu'elle ne le tolérait pas, en vrai. Ah ouais. Elle se crée d'autres sensibilités alimentaires, parce que le principe de rotation alimentaire est hyper important dans le digestif. Faut pas manger toujours la même chose parce que tu fais des rotations et du coup, tu sensibilises un peu moins. Tu vois, tout ce problème d'hypersensibilité alimentaire, en fait. Beaucoup soumis à ça en alimentation, avec du digestif. Donc, c'est ça que je reproche un peu au Psyllium, c'est qu'il a une publicité de dingue et du coup, les gens en prennent beaucoup et il y a beaucoup de tendances au bouchon. C'est plus dans ça que... Mais sinon, c'est un super... super aliment, mangez-le. Et donc, si on continue sur la constipation, donc premier truc à faire, c'est les fibres. Fibres, eau, activité physique. Voilà, clairement. Et gestion du stress. Si on pourrait mettre un basique, c'est ça. Et les gens ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire amener des fibres. Donc, rééducation à ce niveau-là. C'est quoi les fibres? Je ne vais pas forcément sur du complet, mais déjà des végétaux, c'est déjà bien. Bah ouais, non, mais on parle de 5 fruits et légumes, on entend tout le temps, mais combien de personnes le fait vraiment, en fait c'est compliqué, 5 fruits et légumes. Déjà, rien que ça. Et si, allez, ton patient, il a fait ça, il a bien mangé ses fruits et légumes, il a pris un petit peu de graines de chia ou de graines de lin. Des graines de lin broyées. Toujours ce problème de constipation. Qu'est-ce que tu peux avoir en deuxième intention? Alors, ce que je vois beaucoup, problème d'acide biliaire. Pas d'acide biliaire. Ça, je le vois beaucoup. Je le vois assez vite parce que c'est des gens qui digèrent pas le gras. Ils mangent gras, c'est l'enfer. Donc, c'est pas mal ça parce que, tu vois, la bile, on lui donne beaucoup de rôles et on oublie aussi. Donc, il y a la digestion du gras, mais elle a tout un rôle sur le microbiote, en fait. Elle a tout un rôle sur la motricité du tube. Donc, résultat, pourquoi la personne n'a pas d'acide biliaire? Après, il y a des aspects génétiques. Il y a des gens, ils font pas d'acide biliaire primaire. Donc, des fois, c'est intéressant. Je leur dis, vous pouvez aller creuser là. Moi, je fais pas de tests génétiques parce que c'est illégal en France, de toute façon. Donc, si lui, il veut le faire, il le fait tout seul comme un grand. Mais c'est intéressant parce que tu as des gens qui sont très stressés. Donc, la bile, elle s'évacue à des moments où elle ne devrait pas. Et au moment de manger, il n'y a plus rien. Ok. Et comment tu fais alors? Alors, déjà, c'est rééduquer vraiment le contexte alimentaire. Avec cette mastication. Ouais, et puis surtout manger dans le calme. Tu vois, j'ai un peu creusé tout ce qui est alimentation en pleine conscience. Je trouve ça hyper intéressant. Bon, pas pour tout le monde, mais dans des cas, c'est super intéressant. De revenir, comme je disais tout à l'heure, tu te mets plus en mode sportif pour manger, mais en mode je vais digérer. Et du coup, la gestion du stress, ça devient primordiale pour avoir de la bile au bon moment. Après, il y a tout un travail avec des plantes qui je trouve hyper intéressant. Quand l'alimentation ne suffit pas, parce que tu as des aliments qui sont riches en bétaïne, la betterave, qui stimule la fabrication de l'éjection, l'effet cholagogue, cholérétique. Et du coup, tu as plus de bile. Enfin, tu le vois, tu manges des artichauts, par exemple, tu vois. Tu as des gens, des artichauts, ça leur donne la diarrhée. Pas parce qu'ils ont un problème avec la fibre. L'artichaut, c'est un FODMAP de ouf. Mais c'est aussi parce que ça stimule la fabrication, éjection de bile. Tu as des aliments comme ça, le jaune d'œuf, le quinoa, tu en as plein. Donc, soit tu demandes aux patients d'aller vers ces aliments-là. C'est compliqué, des fois.
soit tu peux amener des plantes qui peuvent aider à stimuler. Donc, tu as l'artichaut en gélule. Hein. Ouais. Après, c'est pas pour tout le monde. Encore une fois, il y a des contre-indications. La phyto, c'est chouette d'être formé parce que tu as beaucoup de contre-indications. Plus que sur des micronutriments, tu vois, donner du magnésium, c'est simple parce que si tu en prends trop, tu l'évacues. Et puis, ça fait partie de nous. Le magnésium fait partie de nous. Alors que la plante ne fait pas partie de nous. Donc, tu dois la détoxiquer en plus. Donc, voilà, la phyto, c'est assez spécifique quand même. Toi, t'es formée en phyto? Ouais, un petit peu. Je suis pas... Alors, vraiment, j'utilise dans des rares cas. Ouais. Tu vois, dans ces cas-là. Parce que, tu vois, il m'a taquiné un peu le début de phyto, mais je me suis dit encore une fois, waouh. Mais ouais, je me suis formée un peu pour avoir des basiques, en fait, pour aider dans des cas où je peux pas faire autrement. Ouais. Donc ça, c'est plutôt en dernière intention pour toi, la phyto, alors? Ouais, dans des cas... mais tu vois, après, moi, j'ai un peu de ménopause de temps en temps, parce que beaucoup de troubles digestifs avec. Et tu vois, dans certains cas, tout ce qui est troubles hormonaux, ménopause, tout ça, la phyto est hyper intéressante. Mais d'ailleurs, les gynécos se forment à ça maintenant, parce qu'ils ont trouvé que c'était une solution hyper intéressante. Bon, j'ai pas du tout regardé l'ordre de mes questions. Ouais, je vois ça. On se fait à l'arrache, là. on discute, c'est super intéressant. Ouais, si tu prends un patient qui vient te voir dans ta patientèle, qu'est-ce que tu peux remarquer comme erreur? Tu sais, des choses qu'ils veulent essayer de mettre en place et finalement, c'est une erreur et ça fait pire que mieux. Ouais. Qu'est-ce que tu as pu remarquer? Déjà, on l'a dit, côté protéiné. Ouais. Enlever les glucides aussi. Ouais, enlever les glucides, faire vraiment limite un cétogène, quoi. Des gens qui... Alors moi, c'est marrant parce qu'il y en a plein qui me disent, Céline, tu dois mettre en place plein de FODMAP, mais en vrai, chez tous les patients, ils ont presque essayé, en fait. C'est soit je refais des réajustements ou du simplifié, mais t'en as beaucoup qui viennent, ils ont déjà fait de l'alimentation pauvre en FODMAP, donc ils viennent avec un truc complètement déréglé. Ah, puis pour toi, c'est compliqué parce que comment ça a été mené, est-ce qu'ils ont réintégré, est-ce que c'est pas simple. Et puis ils veulent pas refaire. Ah, et puis ils veulent pas refaire. Logique. Donc t'as ça, t'as des gens qui viennent avec beaucoup de compléments. Ouais. Des fois des trucs qui vont pas ensemble. Ah ouais. La plus grosse erreur, prendre le magnésium et le faire en même temps, par exemple, tu vois, des basiques. Ils ont tellement cherché qu'ils ont laissé de côté la base, c'est la gestion du stress. J'ai beaucoup de patients, on revient à pourquoi vous êtes stressé. Donc on est dans la discussion et c'est à cause du boulot. Ok. Pourquoi vous faites ce boulot-là? Qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez encore votre taf? Non. Donc vous le subissez? Oui. Ce serait peut-être chouette d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Tu fais démissionner les gens, toi. C'est ça. La gestion du stress, c'est à la fois tellement intéressant, mais à la fois tellement compliqué aussi parce que tu sais pas à quel point ça peut avoir des répercussions chez les gens, quoi. Ah, c'est un cercle vicieux. Ça peut être la cause, la conséquence, c'est un facteur aggravant. Peut-être qu'il y en a qui vont jamais régler cette cause-là non plus, parce que pas prêt psychologiquement ou pas possible pour plein de raisons. Et donc... Ouais, mais je trouve que notre rôle, c'est d'expliquer, justement. Ouais, qu'est-ce que ça fait? Tu vois, on parle d'axe intestin-cerveau. Ouais. Oui, tu peux être stressé à cause de ton ventre. Ça, c'est clair. On l'appelle d'ailleurs le deuxième cerveau. Il y en a plein qui le disent le premier cerveau. Hein. Oui, tu peux être stressé à cause de ton ventre. Mais ça peut être aussi un facteur aggravant. Tu sais, quand je disais au départ, je m'occupe des gens à qui on a dit c'est dans votre tête. Ouais. Bah oui, parce que la première chose qu'on se dit, c'est... tu vois, les critères de Rome, là, on en est aux critères de Rome 4, mais les critères de Rome avant, 2, 3, etc., c'était basé sur... en gros, vous avez en face de vous des gens qui sont trop stressés. C'était vraiment une maladie psychosomatique. On la définissait comme ça. Puis maintenant. D'ailleurs, j'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps, syndrome de l'intestin irritable. Ils pensent même à changer le nom. Ah oui? En l'appelant dérèglement, tu sais, de l'axe intestin-cerveau. Faire évoluer un petit peu ça, parce que c'est vrai, quand tu dis syndrome de l'intestin irritable, ça fait pas sérieux. Tu vois, je suis bénévole à l'APSI, je sais pas si tu connais, c'est l'association des patients on a parlé, mais... qui sont atteints du syndrome de l'intestin irritable. C'est vrai qu'ils se battent pour faire reconnaître un peu tout ça, parce que c'est vrai, quand tu dis syndrome de l'intestin irritable, ça fait pas sérieux. Mais en termes de qualité de vie, waouh. Ouais.
Et donc, donc tu discutes aussi avec eux sur leur stress. Et donc, qu'est-ce que tu peux leur donner concrètement comme outil pour être moins stressé? Donc, l'activité physique, ça, c'est indéniable. Donc, la compréhension, c'est ce que je te disais. L'activité physique... Après, tu sais, on dit toujours, il faut faire de l'activité physique et tout ça, mais en fait, concrètement, pour eux, ça veut rien dire. Ils vont dire oui, et puis ils vont pas le faire. Donc, si vraiment je vois que c'est important, c'est de leur expliquer que on n'a pas besoin de faire forcément du sport, mais de bouger, en fait. Et du coup, de voir ensemble, c'est comment ils pourraient bouger. Et de faire surtout quelque chose qu'ils aiment. Ouais. Donc, j'ai plein de patients qui se sont remis à faire des choses un peu marrantes, quoi. Tu vois, moi, je fais du roller. Tu sais, il y en a qui me disent, mais Céline, tu fais du roller, sérieux, à ton âge? Les 24 heures du Mans, comment ça? Mais du coup, oui, mais en fait, c'est parce que j'aime ça. Ouais. Donc, je fais du sport, mais avec un truc que j'aime. Donc, j'aime bien dire aux patients de faire quelque chose qu'ils aiment. Ouais. Après, gestion du stress, tu vas voir tous les outils... EFT, méditation, hypnose. Moi, je travaille avec des gens qui font ça, en fait. Donc, je les renvoie. Après, ils y vont pas, c'est pas grave. Mais au moins, ils savent que ça existe. Ouais. Après, tu peux aller plus loin aussi. Psychothérapie, hein. Des fois, il y en a besoin. J'ai plein de patients à qui on a donné aussi des antidépresseurs pour l'intestin. Pas forcément parce qu'ils sont en dépression. Pour l'aspect motricité de l'intestin, tu vois. Tout est lié, en fait. Après, en termes de micronutrition, tu peux aller sur du magnésium, un basique. Hein. On sait que les gens stressés ont une fuite de magnésium, donc faire en sorte que le statut en magnésium soit nickel, voire plus. Après, j'ai des plantes qui sont intéressantes. Des plantes adaptogènes aussi, rhodiola, ashwagandha, des choses comme ça. Après, tu as aussi des champignons, hein, cordyceps, tout ça. Mais après, je ne rentre pas trop forcément dans ces spécificités-là, mais... ça aide déjà juste à réduire un peu le niveau. Ouais. Donc, pareil, une contre-indication, donc il ne faut pas faire n'importe quoi avec ça. Voilà, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Mais c'est vrai qu'ils viennent nous voir pas forcément pour ça. Ouais. Donc, bah oui, bien sûr. Sauf que moi, en digestif, c'est primordial. Ouais. Est-ce qu'il y a certains sports contre-indiqués? Non, hein, je n'ai pas l'impression dans le syndrome de l'intestin irritable. Si. Dans le trouble digestif au global, du coup, parce que je sais pas si t'as vu, mais on a dérivé. Ouais, dans ma tête, je me dis ça depuis tard. Mais c'est obligé, parce que je t'ai dit, le syndrome d'intestin irritable, comme c'est un diagnostic d'exclusion, en gros, tu peux avoir une MICI, un SIBO, un syndrome d'intestin irritable. Après, on n'a pas parlé des variantes SID, M, C. Tu peux avoir ça. Tu peux avoir en même temps un problème avec tes acides biliaires. Tu peux tout cumuler si tu veux. Avec une petite endométriose en plus. Ouais. L'hypothyroïdie, on a pas... Donc, tu peux tout cumuler. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a dérivé très, très facilement. Du coup, je me rappelle plus de ta question. Un sport contre-indiqué. Ah oui, un sport contre-indiqué. Alors, j'ai pas mal de gens, justement, sportifs avec des troubles digestifs. Il n'y a pas de sport contre-indiqué. C'est l'excès de sport qui va être contre-indiqué. Ouais. Mais encore une fois, pas pour tout le monde. J'ai beaucoup de marathoniens. Donc, c'est très connu, hein, la petite pause derrière le buisson, en plein milieu du marathon, c'est très connu. Parce qu'en fait, l'hyperperméabilité intestinale dont je parlais tout à l'heure, elle est très connue dans le monde du sportif. En fait, par principe, comme pendant que tu fais du sport, ton digestif n'est pas irrigué, en fait, dès que tu as fini ton sport, il y a une réirrigation qui arrive, ce qu'on appelle l'ischémie de reperfusion. Et ça abîme tout. Enfin, ça abîme tout. T'imagines une grosse vague dans l'océan qui arrive sur ta maison. Ça abîme tout. Donc, résultat, pas mal de patients qui font beaucoup de sport et qui ont des problèmes de perméabilité et donc, du coup, des problèmes digestifs. Tu te rappelles, je t'avais dit que c'est une des causes. Ouais. Le problème digestif. Donc, c'est l'excès. Okay. Et t'en as souvent qui viennent me voir, ils savent pas qu'il faut modifier leur alimentation. Donc, ils vont se faire un marathon et avant, ils ont mangé plein de fibres, par exemple. Ouais. Donc, pas de sport contre-indiqué, mais excès de sport à gérer. Et donc, tu leur dis quoi à ces sportifs? Il faut faire moins de sport? Non, ça marche pas. Ouais, j'allais dire, c'est qui va faire ça, finalement? Non, ça fonctionne pas. Ouais, ça marche pas, ouais. Non, et puis c'est top pour le stress, donc tu peux pas... Tu vois. Après, tu vois, je me suis encore formée aux sportifs il n'y a pas très longtemps, là, et par une coach qui était en ancienne athlète de l'équipe de France, qui me disait... Aujourd'hui, j'ai des sportifs réguliers qui font plus de sport
que des sportifs qui s'entraînent à haut niveau, qui sont Ouais. payés pour ça. Donc, t'imagines, ils doivent gérer 2 vies. Ouais. Leur vie normale et leur vie de sportif. Donc, c'est épuisant. Et il y en a de plus en plus. Tu vois, qui se font 2, 3, 4, 5 marathons parallèles d'un boulot. Ouais. Parce qu'il y a des compétitions tout le temps maintenant. Ouais, Tu peux des faire. Ironman, où tu Mais vas ouais, dans tu plein peux de faire quand tu veux. disciplines. Ouais. Et du coup, il n'y a jamais de pause, il n'y a jamais de saison. Et en fait, ils se retrouvent avec plus de problèmes que des athlètes de haut niveau. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas le rythme de vie pour faire la petite sieste avant de repartir s'entraîner, ce genre de choses, ou l'alimentation bien. C'est ça. Ouais. Et donc, du coup, non, je ne peux pas leur dire de baisser, mais je leur fais comprendre qu'il y a une raison aussi. J'ai été surpris de voir des marathoniens qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Céline, j'ai mal au ventre. Tu as fait le lien avec tes 18 heures de course par semaine ?» Non. Et donc là, encore une fois, j'explique. Ouais. Et du coup, là, on remet en place des choses petit à petit. Comment gérer les collations, comment gérer l'alimentation avant la compétition. Et après, dans des cas, ça serait peut-être bien de faire une pause. Oui, puis il y a aussi dans tous les boissons, les compléments que tu peux prendre ou les gels que tu peux prendre même pendant ton marathon aussi, si tu n'as pas forcément testé. Parce que tu manges du sucre, en gros. Et tu te rappelles ce qu'on disait tout à l'heure. Sucre, fermentation, égale problème digestif. T'imagines le paradoxe. Si tu manges pas de glucides, tu peux pas, t'as pas d'énergie, t'as pas de glycogène, t'as rien. Et pourtant, ça te fait mal au ventre. Donc, c'est une bataille constante. Ouais, les gels, c'est souvent compliqué pour la digestion. Ouais, et puis tu vois, t'as des solutions qui sont simples, de l'eau avec du miel, mais il y en a, le miel, c'est pas possible. Tu vois, c'est un gros faux de map aussi. Ouais, jus de raisin coupé un peu à l'eau aussi. Il y en a qui mettent de la maltodextrine, il y en a plein, ça passe pas. J'avais un patient, il me faisait rire parce qu'il m'a dit là, je vais dans je fais un entraînement, là, tu sais, un peu en altitude. Il m'a dit je ramène 2 valises. Ah ouais, avec ses compagnies. Une valise de trucs que je vais tester. Parce que c'est ça, en fait. Tu n'as plus que ça comme outil, c'est que tu testes comment amener des glucides sans démonter ton intestin. Et pareil, c'est passionnant pour nous, je trouve, diététiciens, parce qu'on a un rôle à jouer là-dedans. Ouais. Est-ce que tu as des conseils pour justement, tu sais, les patients qui ont des troubles digestifs et qui veulent partir en vacances, qui vont manger au resto, parce que, on en parlait tout à l'heure, dans la vie quotidienne, ça a un gros impact. Est-ce qu'il y a des petits conseils comme ça ? Pas partir en vacances et pas aller au resto. On fait plus de sport. Allez, on a fini. Non, c'est compliqué. Alors, ce qui est amusant, c'est les voyages, parce que en fait, j'ai plein de patients qui partent en Asie et qui vont mieux. Ah oui. C'est marrant quand même. Mais alors, t'as réussi à faire un lien ? C'est quoi ? Il y a moins de quoi ? Plus de quoi, moins de... Franchement, je me suis demandé si c'était pas l'excès de riz. Mais bon, c'est pas forcément mieux. T'as le lien avec le stress déjà, et tout simple. Et puis ils le font eux-mêmes, comme des grands. Mais pourquoi en Asie ? J'ai pas encore creusé encore la question, mais j'ai souvent ça qui revient. Non, mais trêve de plaisanterie. Déjà, le voyage en lui-même peut modifier le transit. Donc déjà, tu pars entre guillemets perdant. Ouais. Donc après, oui, faut être honnête. Et puis au restaurant, c'est un peu pareil. Donc comment on fait ? C'est un peu comme le sportif, en gros. Comment tu vas limiter la casse ? Donc tout ce qui est restaurant, t'as des restaurants aujourd'hui qui sont qui font très attention aux ingrédients qu'ils utilisent. Donc généralement, quitte à aller au restaurant, autant aller dans des restaurants où c'est transparent. Et là, en gros, c'est comme si tu mangeais brut et que tu fais des associations avec ce qui te va, quoi. Ouais. Donc tu peux t'en sortir très très facilement. Et en plus, je trouve que du coup, t'as pas ce côté t'as mangé trop gras et t'es pas bien après le repas. Là, t'es bien après le repas. Donc t'as ça pour les restos. Après, pour les voyages, moi, ce que je fais et que du coup je conseille aux gens, c'est d'aller en effet vers le plus brut possible. Pas tenter des choses, voilà. Après, mais entre gens qui ont des troubles digestifs, on connaît ça. Tu vois, quand je vais dire à quelqu'un tente pas trop de trucs, il le fait déjà. Ouais. Parce que je te dis, on est focus là-dessus, quoi. Il a certainement déjà une mauvaise expérience et il a pas envie de réitérer, quoi. Ouais. Voilà. Donc après, ça va être d'aller vers des choses qu'il connaît. Vers des choses qu'il connaît, le plus brut possible.
Et puis d'avoir toujours des encas avec soi, simples et qui tolèrent. Oui. Mais c'est chouette quand même d'arranger le trouble digestif avant, mais j'ai une patiente, j'étais contente parce qu'elle me disait j'adore voyager et je voyageais pas parce que j'avais mal au ventre. Et du coup, elle s'est remise à voyager et ça allait. Et elle était toute contente. Elle se disait ça y est, je reprends une vie normale. C'est un peu le but, je pense. Ah ouais. Puis c'est une telle victoire au quotidien. Enfin, c'est un bonheur de tous les jours, quoi. C'est ça. Mais le 0, j'y crois pas beaucoup. Tu sais, après, t'y penses plus. Non, t'y penses forcément. T'as un petit truc qui passe par la tête. Tiens, et si? Ouais, et puis je pense que c'est quand même dans pas mal de pathos. Enfin, voilà, quelqu'un qui a un SOPK ou l'endométriose, peut-être t'as toujours un petit Tantadis sur lui ou sur elle, en l'occurrence, pour se dire au cas où, voilà, tu conçois un peu ta vie comme ça aussi et t'y penses plus parce que c'est comme ça tout le temps, quoi. Après, penser avoir un minimum de contrôle, tu sais, ça rassure. Ouais. Et s'il se passe ça, et si, parce que tu sais, t'as beaucoup de gens où tu leur dis, faut lâcher prise, mais ils n'y arriveront jamais. Parce que, en fait, on est tellement tous câblés différemment qu'il y a des gens, lâcher prise, ils connaîtront jamais. Et puis tant mieux. Puis il y en a qui n'ont pas envie. Ouais, et puis c'est bien, en fait, chacun fait avec ce qu'il a. Mais du coup, utiliser les outils qu'il utilise, mais pour l'aider. Parce que généralement, des gens comme ça, je me mets dedans, c'est pour ça que je me permets. Plutôt, justement, on est un peu en hyper-contrôle. Comment ton hyper-contrôle, il peut te servir, en gros, à te mettre bien. Et ça marche, je trouve. On n'a pas parlé de gluten et lactose. Ah oui. Alors, qu'est-ce que tu peux en dire? C'est très généraliste, ma question, mais je sais que tu vas me dire que c'est au cas par cas aussi. Mais est-ce que c'est si... on va parler de ton expérience à toi, donc attention, c'est aussi à prendre avec des pincettes, mais est-ce que finalement, c'est si souvent problématique que ce qu'on peut lire, ce qu'on peut entendre? Alors, tu sais, j'aurais toujours le billet de consultation, on appelle ça, forcément. J'ai beaucoup de patients qui ont déjà essayé. De l'enlever? Ah ouais. Les deux? Les deux. Il y en a, non. Il y en a, oui. Mais t'en as qui ont déjà essayé, ils ont vu que ça n'avait rien fait, ils l'ont remis. Après, t'en as qui ont essayé, qui n'ont jamais remis. Ah oui. Donc, j'ai tous les cas. Dans la littérature scientifique, tu vas avoir pas mal de choses, en effet, sur le gluten, alors pas forcément sur le lactose, mais la caséine aussi, qui sont du coup, la gliadine et la caséine, qui sont des molécules qui peuvent atteindre la barrière intestinale. Ça, on le sait. D'ailleurs, la maladie cœliaque est un extrême parce que c'est une maladie auto-immune. Du coup, génétiquement, la gliadine qui passe la barrière va affoler le système immunitaire. Ça, on le sait. Et en fait, ce fonctionnement, il existe aussi, même si tu n'as pas la maladie cœliaque, mais pas avec les conséquences de la maladie cœliaque, tu vois, ce qu'on appelle l'hypersensibilité non cœliaque au gluten. Donc ça existe et dans la littérature, ça a été clairement identifié et voilà, ça existe, quoi. Donc oui, le gluten peut être problématique pour des gens avec le problème de la gliadine. Donc, des fois, quand je suis face à des patients qui n'ont pas essayé et je vois des problèmes un peu plus systémiques, tu vois, acné, maux de tête, des choses comme ça, ça vaut le coup de tester. Mais une éviction très, très courte. Après, bien sûr, on a mis tout de côté, hein, tu sais, maladie, tout ça, on est d'accord. Hein. Là, je pars du principe qu'on est sur terrain neutre. Hein. Des fois, ça fonctionne. Et quand tu dis très court, c'est combien de temps? 2 semaines. Avec 0 Tu entends mes 0, 0, parce que de toute façon, ils ne tiendront pas plus. Ouais. Si ce n'est pas justifié, ils ne tiendront pas. Et déjà, tu vois, je me rappellerai toujours d'une patiente comme ça, maux de tête, acné, 2 semaines sans gluten, plus rien. Je dis, waouh, c'est un fonctionnement assez impressionnant. Donc, encore une fois, on s'occupe du symptôme, mais pas de la cause. Ouais. Parce que derrière, il y a une hyperperméabilité intestinale ou d'autres problèmes plus techniques. Mais déjà, ça soulage. Et tu sais que c'est là que ça se passe. Ouais. Donc, ça vaut le coup, je trouve. Ouais. Et t'as pu qu'est-ce que tu fais? Tu réintègres quand même un petit peu? Alors, soit la personne, elle me dit, ah non, mais moi, non, je suis trop bien là. Ah ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Après, t'as des enzymes, la glutérase, pour des cas extrêmes. Par exemple, j'ai trop envie de me faire une pizza et je sais que je vais pas bien avec le gluten, j'utilise ça. Tu vois, un peu à la carte. Ouais. Tu vois.
Et après, si je reviens au lactose aussi, donc voilà, pour le gluten, c'est quand je vois un peu du systémique. Pour le lactose, la plupart des gens ont de toute façon un souci avec le lactose, parce que plus on vieillit, moins on a de lactase. Et en plus, dès que tu as un problème digestif, comme tu sais, la lactase, elle est fabriquée au niveau des bordures, de la bordure en brosse, là. Tu te rappelles de physio. Donc, si la barrière, elle est un petit peu bof, de toute façon, elle ne fabrique pas assez de lactase. Résultat, le lactose, ça pose problème, en fait. Donc, chez beaucoup de patients, chez moi, le lactose pose problème, mais pas tout le monde. Et puis, quand on dit lactose, est-ce que c'est le fromage? Parce que, tu vois, voilà, il y a certains... Si c'est le fromage, c'est que c'est la caséine. Ouais. Les patients, parfois, aussi, enlèvent tout le lactose, dont les yaourts, dont le fromage, alors qu'en fait, finalement, ils peuvent quand même tolérer... Moi, j'essaye de garder toujours du fromage. Ouais. J'ai ce petit côté diète, calcium. Oui, le calcium, on peut amener par plein de choses, mais franchement, le fromage, je trouve ça top parce qu'en plus... Les gens aiment bien en général. C'est bon. Ouais. Non, mais c'est bon. Enfin, et puis, ça donne du goût. Ouais. Donc, t'es pas obligé d'aller chercher des artifices pour donner du goût. Et puis, c'est un aliment fermenté. Tu sais, moi, je suis fan de microbiote, donc c'est un aliment fermenté. Donc, c'est top. Après, je te dis, c'est cas dépendant. Hein. J'ai des gens qui ont des gros soucis avec les produits laitiers en général, parce que caséine, pas forcément lactose. Et c'est le même principe. La caséine, pourquoi elle passe, enfin les peptides, pourquoi ils passent de l'autre côté de la barrière, qui viennent affoler un petit peu le système immunitaire, faire des hypersensibilités alimentaires, des choses comme ça. Pourquoi on en arrive là? Donc, c'est intéressant de voir, tu vois, un peu d'éviction, réintroduction et de voir ce que ça donne. Je me refuse pas des choses comme ça si je vois que j'en ai besoin. Par contre, je suis pas une extrémiste. C'est pas, je sais qu'il y en a des gens qui font, dès que le patient arrive, c'est sans gluten, sans lactose, quoi qu'il arrive. Ouais. Non, pas forcément. J'aime bien adapter. Est-ce que tu as dans tes patients des gens qui deviennent un petit peu rigides avec leur alimentation? Parce que c'est un peu le piège aussi, je pense, de tomber un peu dans des troubles du comportement alimentaire, peut-être sans aller jusque-là, mais en tout cas de devenir un peu trop rigide parce que, effectivement, on le comprend aisément, pas trop le droit à l'erreur sur certains aliments et toi, tu dois remettre un petit peu de flexibilité là-dedans. Ça t'arrive, ça? Tu le remarques? Ouais. Mais il y a deux cas. Soit le patient vient avec des troubles de comportement alimentaire et il a eu ses troubles digestifs après. Ok. Soit les troubles digestifs ont amené aux troubles du comportement alimentaire. Donc, dans les cas où les TCA sont natifs, j'ai envie de dire presque, la plupart du temps, je renvoie à des diètes qui sont spécialisées en TCA parce que moi, c'est pas ma spécialité. Ouais. Et ça, je le dis tout le temps parce que faut être formé à ça et c'est très spécifique. Tu vois, j'ai pas mal de gens qui sont anorexiques, par exemple. Je gère pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que du coup, j'ai des diètes qui travaillent sur des TCA qui m'envoient des patients parce qu'elles savent pas en effet si c'est la cause ou la conséquence. Ouais. Et des fois, quand les troubles digestifs sont la cause, c'est hyper intéressant d'améliorer les troubles digestifs pour voir si ça améliore les TCA. Et après, donc dans ces cas-là, oui, j'ai des gens, comme tu me dis, qui font hyper attention à leur alimentation. Je le vois souvent chez des gens, on dérive un peu du syndrome de l'intestin irritable depuis tout à l'heure, ce qu'on disait, mais dans la maladie de Crohn. Pourquoi ? Parce que alimentation sans résidus depuis des années. Donc, envisager de remettre, par exemple, des légumes, c'est même pas la peine. Ouais. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est un travail avec le patient. On remet petit à petit à la petite cuillère. Petite cuillère après l'autre. Avec des textures différentes. Tu vois, le plus cuit possible, le moins de fibres possible, etc. Et on remet. Et là, c'est... vous faites ça dans des conditions idéales. Faites pas ça... quand vous allez faire un podcast avec Justine. Tu sais, juste avant de venir. Alors, j'ai réintroduit mes légumes. Non, on va éviter. Avant le marathon, on fait pas non plus. Tu mets bien dans une situation idéale. Et puis, on teste. Et puis là, un patient, il me dit, il s'est rien passé. Ouais, en fait, il faut les rassurer. Ouais. Donc, il y a toute une histoire de remettre de la confiance. Et ça, c'est un travail à part entière. Et ça, j'avoue que c'est un boulot que j'aime bien. Parce que la plupart du temps, il n'y a pas de symptômes. En fait. Ouais. Et parce que c'est des petites quantités. Et tu sais,
il suffit d'avoir des petites quantités de tout pour avoir l'équilibre. Donc, on revient petit à petit à un truc qui s'ajuste et c'est top. Ok. Et toi, en voyant tes patients une fois par mois, tu arrives à... Parce que, tu vois, un mois, c'est à la fois court et à la fois long. Honnêtement, je vais dire honnêtement, Justine, c'est parce que j'ai pas le choix. Tu les verrais plus souvent? Alors, il y a deux choses, tu sais, qui peuvent limiter. Un, c'est le budget. Ouais. Et puis, on le voit, les gens ont moins en moins de budget, quoi. Alors, j'ai 3 choses même. La première chose, c'est ça. La deuxième chose, j'ai pas énormément de place. Donc, voilà. Puis, on en parlait tout à l'heure, hein, du mal à dire non, hein, surtout quand des gens ont mal au ventre. Et la troisième chose, tu sais, quand je travaille sur le digestif, des fois, ça prend du temps. Ouais. Et les patients, ils veulent du résultat tout de suite. On est tous d'accord, on est des êtres humains. Moi, la première, je suis tout sauf patiente. Ouais. Bah ouais. Et des fois, l'amélioration, tu la vois au bout de 3, 4, 5 semaines. Et en fait, si tu les vois toutes les semaines, il n'y a pas d'amélioration. Ouais. Tu vois, c'est pas sur un suivi de poids, en fait. C'est vraiment sur un suivi d'amélioration des symptômes. Et en fait, 7, 14, 20 jours, il se passe rien. Et puis après, il commence à se passer quelque chose. Donc, du coup, d'avoir laissé un temps, c'est plutôt positif. Bien, ouais. C'est frustrant, mais en fait, mais ça allait pas au début. Et puis là, au bout d'un moment, puis là, ça va mieux. Ouais. Donc, laissons le temps au temps. Il y a une expression que j'aime beaucoup, j'utilise dans l'entrepreneuriat. C'est « il est urgent d'attendre ». Comment tu évalues les améliorations? Clairement, le patient va te dire que ça va mieux. Premier truc, j'imagine. Et qu'est-ce que tu peux aussi, toi, constater? Ça, c'est ma déformation de l'autre côté, en fait. Parce que j'aime bien regarder les résultats. Ouais. Encore une fois, on a parlé d'obligation de moyens, pas de résultats, mais j'aime bien voir si ce que je fais, ça marche. Ouais. C'est une déformation que j'ai depuis toujours. J'aime pas faire les choses pour rien, en fait. Je supporte pas ça. Donc moi, je suis avec les symptômes. Et en fait, au départ, je leur demande de me lister les symptômes. Et l'idée, en gros, pour qu'ils comprennent, c'est que on fait améliorer ces symptômes dans le temps. Ouais. Donc, à chaque fois, tu reprends tes symptômes et tu demandes. Ouais. Nous, chez nous, en marketing, on appelle ça des KPI. Je sais pas si ça te parle, les indicateurs clés de performance. C'est mes petits KPI à moi. Et en fait, donc ça peut être... Après, tu peux faire des KPI de comportement. Hein. Chacun son truc, en fait. Tu fais ce que tu veux, des indicateurs, en fait. Et ce que j'adore, c'est qu'ils en ont listé plein au départ. Et puis, quand je leur relis... mais j'avais oublié. Ouais. J'avais ça. J'en ai plus. Et là, ils sont super contents parce que, en fait, comme ils restent focalisés que sur ce qui ne va pas, ils ont oublié ce qui n'allait pas au départ, mais qui n'est plus là. Et je leur montre l'évolution. Et ça, j'adore parce que... même si on arrive à 50% de symptômes en moins, tu as des patients qui me disent « ça me va ». Et moi, je leur pose toujours la question. Vous voulez qu'on améliore ou on s'arrête là? Ouais. Parce que tu en as, avec 20% de moins, ils revivent. Ouais, j'en ai de temps en temps. Ça me va. Et je vis bien avec. Donc, on arrête là. Ouais. On peut faire le lien avec la perte de poids. Hein. Souvent, il y a des patients qui arrivent en disant « Je veux retrouver le poids que je faisais quand je me suis mariée. » Bon, c'est un autre boulot, ça. Et puis, c'est un autre boulot. Et puis, une fois qu'ils ont perdu un petit peu de poids et qu'il y a effectivement plein de... choses qu'ils peuvent refaire, des vêtements, qui se sentent mieux, ils ont plus confiance en eux, finalement, je leur dis alors. Ouais, parce que l'objectif n'était pas là, en vrai. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ouais, qu'est-ce que ça je leur demande aussi pourquoi, en fait. Ouais. Pourquoi ils veulent améliorer ça. Est-ce que tu fais de la perte de poids, d'ailleurs? Est-ce que c'est pas... beaucoup. Ouais. Il y en a des fois un petit peu, tu vois, qui sont liés, tu vois, quand j'ai un peu de diabète, forcément. Ouais. Mais c'est pas le cœur de mon métier, là. Non. Non. C'est... Après, quand j'ai justement des patients, parce que ça arrive, hein, qui viennent me voir pour ça, je les renvoie vers des collègues, en fait. Parce que c'est pas ma force. Ouais. C'est pour ça que j'aime bien, tu vois, quand je forme les diététiciens, j'aime bien leur dire de se spécialiser. Parce que on est pointu dans notre domaine. Et du coup, les gens nous renvoient aussi des patients parce que, tu vois, j'ai plein de diètes qui m'envoient des patients en digestif, en fait. Des gens que je connais même pas, hein, qui m'appellent « Céline, je peux t'envoyer une patiente parce que là, je galère sur un SIBO un peu corsé. Ouais, vas-y, il n'y a pas de souci. » Et puis moi, je renvoie quand j'ai des TCA ou des choses un peu compliquées. Je renvoie. Et puis, je trouve que c'est ça notre force. Vraiment. Non, mais évidemment. Et puis, plus on discute... Alors moi, le trouble digestif, c'est pour le coup... Je ne fais pas du tout, jamais.
Et plus on discute, et plus je me dis, mais évidemment que si t'es pas formé, si t'es pas spécialisé, tu fais pas, quoi. Mais c'est évident. Hyper technique. Ouais. Après, je te dis, encore une fois, tu peux t'en sortir avec des basiques. Hein. Ouais, mais j'avoue qu'après, encore une fois, c'est du biais de consultation, mais du coup, les gens qui viennent me voir, ce sont des cas assez pointus. Ouais. Après, moi, j'aime bien, parce que j'aime bien expliquer la physio, donc forcément, ça me plaît. Mais faut aimer ça. Comme tout à l'heure, tu sais, on parlait de recettes et tout ça. Moi, par contre, me demander de faire une recette, j'ai des patients qui me disent ça. Vous pourriez me donner des recettes? Bah non. Non. Je sais qu'il y a des copines diètes qui écouteront, qui vont se marrer du coup, mais parce qu'à chaque fois je leur dis ça, je fais non, c'est pas mon truc. Bah non, je cuisine très brute en fait. Donc Même après de temps en temps je fais des recettes aussi, mais c'est pas moi qui va avoir cette valeur ajoutée pour aider les gens à mieux. Non. Par contre, elle est bien dans la physio, expliquer pourquoi on a une constipation, parce qu'on a une hypothyroïdie. Là, tu peux m'appeler, là. Même des recettes sans FODMAP, du coup, non, tu vois, par exemple, FODMAPédia, il en fait plein. Ouais, donc, hop, il y a des gens qui font mieux que moi. Ouais, tu sais, encore une fois, c'est aussi ça, je pense qu'en tant que diététicien, on a des fois du mal à comprendre, c'est que quand on se spécialise, du coup, les autres autour, ils ont aussi leur spécialité. Et du coup, ensemble, on est plus fort parce qu'on peut aider sur plein d'axes différents, en fait, plutôt que tous faire la même chose et juste effleurer le sujet. Ouais. Carrément d'accord, ouais. Bon, j'allais te demander si tu avais des conseils aux diététiciens qui nous écoutent, justement pour la prise en charge de troubles digestifs. Bon, le premier point, c'est de se former, quoi, vraiment. Ouais, carrément. Et est-ce que toi, tu as des références, justement, pour les formations? Tu peux donner des noms. Hein, ouais, ça marche. Ouais, déjà, c'est se former parce que, oui, déjà, en tant que diététicien, on sait prendre en cas des troubles digestifs. Après, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin. Ouais. C'est-à-dire que tu peux faire du digestif, enfin, voilà. Après, ceux qui veulent aller plus loin, mais du coup, qui auront des patients plus pointus. Encore une fois, parce que les patients aujourd'hui, ils font eux-mêmes les FODMAP, ils font eux-mêmes, tu vois, donc il faut aller plus loin. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps, parce que j'ai fait beaucoup de recherches pour moi à la base. Là, il faut aller se former. Et puis, il faut aller se former, alors, déjà en micronutrition, parce que tu ne peux pas faire sans. Donc en micronutrition, moi, je me suis formée chez DFM Formation, que j'aime beaucoup. Après, j'ai fait d'autres formations. J'ai faire une formation de Jérôme Manetta dans le sud de la France que je voulais aller voir. C'est celui qui écrit des gros bouquins sur le microbiote. Je ne sais pas si tu connais. J'adore. Ouais. T'as d'autres aussi qui font de la micronut, qui sont pas mal du tout. Je crois qu'il y a Eureka aussi, mais moi, je n'ai pas fait. Après, sur le trouble digestif en lui-même, il y en a beaucoup qui me demandent, Céline, ça vaut le coup de faire la Monash. Donc toi, tu l'as faite alors? Ouais, je l'ai fait parce que moi, je voulais faire tout ce qui était possible en digestif, en fait. Je trouve que ça vaut le coup. Après, elle est traduite en français maintenant. Mais ça rentre pas ça forme pas vraiment. J'ai envie de dire, ça informe. Ah ouais, ok. Mais ça forme pas vraiment. Je crois que, de toute façon, pour les FODMAP, je crois que c'est la pratique. Donc ça t'informe sur le protocole, sur la... Ouais, okay. Mais c'est pas une formation... Enfin, comme je te disais, je suis ingénieur pédagogique à la base. Former quelqu'un, c'est amener des compétences, donc faire des cas pratiques, les corriger et faire monter quelqu'un en compétences. Et en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de formations qui sont disponibles, qui sont que de l'information au final. Ouais. Après, c'est un choix. Mais je trouve ça important de mettre en pratique. Donc la Monash, je te fais pas mettre en pratique, en fait. C'est là où je voulais en venir. Après, du coup, donc se former en micronut. Après, c'est pratiquer. Moi, c'est la pratique après qui m'a amené beaucoup de... Alors, c'est pas pratiquer, juste prendre des patients et s'arrêter. C'est analyser chaque cas. Et ça, il y en a pas beaucoup qui le font. C'est-à-dire se poser 2 secondes sur le cas et de faire comme si chaque patient était un cas pratique. Et toi, dans les accompagnements que tu fais pas ça? Si. Au début, si. Ouais. Ah ouais, voilà. Maintenant, j'ai plus besoin. Mais au début, les premiers patients, c'était chaque cas et je passais des heures dessus. Ouais, mais je veux dire, dans les accompagnements que tu fais aux diététiciens. Ouais. Alors, je vais commencer. En fait. Bah voilà. En fait, là, ce que je te disais, je forme déjà les diètes à mon métier. Déjà, c'est l'entrepreneuriat. Ouais, se lancer en libéral. Bah ouais, parce que... Alors, c'est pas que se lancer en libéral. Moi, j'insiste dessus parce que c'est pas faire en sorte qu'un diététicien devienne quelqu'un qui fasse des consultations. C'est de faire en sorte que quelqu'un qui a des compétences en nutrition puisse l'exploiter de la façon dont il veut. Tu vois la différence ou pas?
Parce que, Ouais, tu vois, donc que ce soit toi ou moi, on ne fait pas des consultations tous les jours. Tu peux utiliser la nutrition dans plein de domaines différents. Et moi, j'ai des diètes qui sont venues faire ma formation qui m'ont dit, Céline, je ne veux pas faire de consultation. J'ai fait, OK, on commence alors. Ils m'ont dit, mais ta formation, c'est pas que pour ça. J'ai fait, non. C'est qu'est-ce que tu deviens avec tes compétences en nutrition. Je trouve ça génial, tout ce qu'on peut faire. J'ai même des gens qui se sont approchés de moi qui m'ont dit, ouais, je vais ouvrir un restaurant ou un lieu, un tiers-lieu où je peux faire de la nutrition, du conseil en entreprise, du machin. Waouh, c'est passionnant, on peut faire plein de trucs. Donc, c'est ça, en fait. La formation que j'amène, c'est amener un diététicien à devenir un entrepreneur. Ouais. Et à être autonome ensuite, c'est-à-dire, quelle que soit son idée qui lui passe par la tête, qu'est-ce qu'il en fait. En vivre, Et ça, je trouve ça hyper important. Et après... Mais donc, tu envisages de former aussi, former, ou en tout cas superviser ou encadrer. On me demande déjà. Donc, pour un moment, j'ai refusé. Parce que, toujours... Alors, manque de temps. Après, au départ, c'était manque d'expérience, je trouvais. Mais en fait, ça commence à tendre vers quelque chose qui est assez récurrent chez moi. Donc, je commence à y penser sérieusement. On m'a demandé aussi de former en syndrome d'intestin irritable, tout ça. Donc, oui, j'y pense sérieusement. Ce ne sera pas tout de suite. Parce que, je suis sur un autre projet en parallèle sur de l'entreprise, des choses comme ça qui m'intéressent aussi beaucoup. Mais oui, comme je te disais un petit peu en off, j'ai l'impression que ma mission de vie, elle est plutôt autour de ça. C'est-à-dire que je me forme beaucoup, j'apprends beaucoup et j'ai l'impression que c'est remâcher un petit peu tout ça et le transmettre. C'est ce que j'aime, en fait. Bah, ça se sent, Donc, c'est pour ça qu'il y en a plein qui me disent « Céline, pourquoi tu n'abandonnes pas ton premier métier ?» Parce que je l'aime, mon premier métier. Pourquoi ? Parce que c'est de la transmission. Donc, que je transmette de la nutrition, du marketing, de l'entrepreneuriat. Après, c'est des choses que j'aime. Donc, je vais les transmettre. Et puis, sur les choses pour lesquelles j'ai de l'expérience. Mais c'est ce que j'aime, c'est transmettre. Oui, t'aimes l'humain aussi, t'aimes la complexité de chaque personne et creuser, Ok. Et est-ce que tu as des livres ou des livres ou des sites internet ou ce genre de choses peut-être pour certains diètes qui vont écouter là? Pour les troubles digestifs du coup? Ouais, excuse-moi. Après, tu as des sites de gastro qui sont super bien faits, SNFGE, vraiment des sites de gastro pour les gastro. Tu pourras nous donner tes références, on mettra tout en lien. T'as ça, donc c'est la Société française de gastro. Il y a le site de la psy aussi, qui est pas mal fait, parce que leur comité scientifique, c'est que des gastro, en fait. T'as des médecins gastro, etc. Donc déjà, ça, c'est pour le côté physiologie, le côté technique, et puis surtout voir comment eux prennent en charge les gens qui ont les troubles digestifs fonctionnels, en fait. Après, moi, je lis beaucoup, mais peut m'aider mon ami. J'aime bien aller voir des articles scientifiques, donc je peux aller voir tout et n'importe quoi. Donc là, j'ai pas forcément de conseils à donner. En termes de bouquins, donc j'ai lu les bouquins, tu sais, par exemple, du professeur Sabaté sur le syndrome d'intestin irritable. Je vais aller lire des bouquins sur la candidose, sur le SIBO. Il y en a plein. Il y en a des bouquins un peu américains. Tu vois, sur le SIBO, t'as... Comment ça s'appelle Et en anglais, alors? Ouais, ça m'arrive, pas tout le temps, mais ça m'arrive de temps en temps. T'as le docteur Jacobi, qui est un peu un ponte au niveau du SIBO, qui a fait carrément une méthode pour prendre en charge les gens qui ont un SIBO. Voilà, après... sur la micronut, tu sais, t'as NutraStream, t'as Mathieu qui a fait son bouquin sur le complément alimentaire. C'est chouette parce qu'il démocratise vachement l'accès aux compléments alimentaires. Tu vois, parce que c'est quand même vachement décrié, surtout dans notre métier. On n'aime pas ça, en fait. Je sais pas pourquoi, mais... peut-être que je peux en parler, parce que moi, j'ai tendance à beaucoup me méfier. Je pense que c'est un biais des réseaux, où tu as énormément de codes promo, de partenariats, et voilà. Et où tu les balances un peu sans prendre la peine de savoir pourquoi. Donc je pense qu'il y a beaucoup de ça. Ça allume une petite lumière, méfiance, on ne sait pas pourquoi. Mais seulement si ça t'est prescrit en première intention, comme ça, sans avoir creusé. Oui, bien sûr. Après, tu as déjà... Enfin, je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi, j'ai énormément de patients qui viennent, ils ont déjà... 4, 5, 6 compléments alimentaires qu'ils prennent. Et des fois, c'est n'importe quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ils ne savent pas vraiment pourquoi. Donc, je pense que c'est important de se former à ça, parce que, surtout en digestif, parce que face à nous,
Tu vois, on n'a pas beaucoup parlé de probiotiques. Je crois que tu avais prévu en plus c'est ça. vrai. Alors, on va pas revenir en arrière, mais tu vois, les probiotiques, il y en a plein qui me disent, Céline, mais moi, j'ai déjà utilisé des probiotiques, ça marche pas. Ouais. Oui, mais il y a probiotiques et probiotiques. En fait, il y a tellement de souches. Ouais. Donc, c'est quoi que vous avez pris? Ah, parce que c'est différent. Donc, c'est hyper important de se former là-dessus, en fait. Même si on veut pas l'utiliser, ce que je trouve dommage, c'est au moins comprendre ce que le patient va nous dire. Ouais. Et d'être en capacité de voir si c'est cohérent. Ouais, bien sûr. Ah ouais, carrément. Ok. Bon, où est-ce qu'on peut te contacter? Où est-ce qu'on peut te suivre? Partout. Non, je rigole. Alors, donne-nous un peu... Alors, j'ai mon site internet, c'est Chroniques du ventre. Enfin, tout est autour de ça, des Chroniques du ventre, en fait. Ton compte Insta, c'est ça aussi? Ouais, c'est le compte Insta avec mon petit vélo qui m'accompagne. Après, sur le côté entrepreneuriat, j'ai... pour accompagner Diète, tu sais, je travaille avec Emmanuel de Prépa Diète. Ouais. Donc, je suis référencée sur son site, sur les gens que ça intéresse. Puis même ceux qui veulent faire le BTS et qui nous écoutent. Exactement. On a quand même des ressources en... Les deux passés par là. Voilà, et... en physio, tout ça. Une qualité... C'est ça. Très, 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 très haute. Moi, j'ai envie de dire, pour faire du digestif, c'est quand même top d'être passé par Prépa Diète avant. Parce que Emmanuel pousse vraiment cette partie. En plus, je sais qu'il aime ça. Donc, on est quand même super bien formé à la base en physio, physiopatho. Biochimie. Qui est la base, en fait. Hein. Tu sais, souvent, on me dit, Céline, comment tu fonctionnes? Je fonctionne avec la physio. Ça me paraît logique, tu vois, tout ce qui est... Tu vois, on parlait tout à l'heure de constipation, vidange gastrique, c'est pareil. Qu'est-ce qui fait que ça ralentit ou pas? C'est de la physio. Donc, souvent, on me dit, mais Céline, comment tu déduis que ça? Je fais, c'est de la physio. C'est pas... J'en déduis rien. C'est que ça fonctionne comme ça. J'ai rien fait, moi. J'ai compris que... C'est pas moi qui ai inventé le truc, quoi. C'est de la physiologie pure. Tu vois, si j'étais dans une autre vie, je serais allée un peu plus loin. Mais là, faut arrêter. Céline, docteur en physiologie, ça claque, non? On te réinvite dans 3 ans et t'auras probablement plein de choses à nous dire. C'est ça. Non. Ok. Donc, Chronique du ventre sur Insta, ton site internet. Mon site, Prépa Diète, et puis c'est déjà pas mal, non? C'est déjà pas mal, ouais. Après, j'ai un petit compte Facebook, mais je l'alimente pas beaucoup. Okay. Je suis plus Insta, moi. LinkedIn, ouais, mais tu vois, c'est... j'ai mon profil surtout market, un peu diète, et puis là, je suis en train d'essayer de réfléchir à comment je fais pour mettre les deux ensemble, tu vois. Parce que voilà, j'ai un peu un profil, ce qu'on appelle, tu sais, les slashers. Je sais pas si tu connais ce terme. Donc, c'est vrai que je suis passée un peu du coq à l'âne. Ouais, peut-être qu'il faut que tu aies 2 comptes différents, finalement. Ah, on n'a pas le droit avec LinkedIn. Ah ouais, avec LinkedIn, non. Non, ça, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux avoir 18 comptes si tu veux, mais LinkedIn, non, t'es une seule personne. Ce que je trouve chouette, d'ailleurs, parce que du coup, tu vois la complexité un peu, parce que je suis pas un ovni. Il y a beaucoup de monde comme ça qui fonctionne à avoir plusieurs métiers. Après, il y a un point commun à chaque fois. Moi, c'est la transmission, de toute façon. Donc... Ouais, transmission. Et puis, quand même, dans l'entrepreneuriat... Et le rapport aux gens, en fait. Voilà. L'accompagnement des gens, que ce soit pour se lancer. Je te disais, mon rêve, c'est de mélanger le tout. Hein. Là, par contre, je reviens dans 3 ans avec... Bon, ça marche. Bon, on a dit plein de choses. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je crois que c'est déjà pas mal. T'es sûre que tu veux me relancer? On est reparti pour 30 minutes. C'est ça. Merci beaucoup, Céline. Merci, Justine, c'est très sympa. Je pense que le podcast sera très apprécié. Et donc, merci pour ton expertise. Merci.